Merci. Alors en fait, je vais pas beaucoup vous présenter ma vision de la justice environnementale, je vais surtout vous présenter quelques éléments sur l'environnement et je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut caractériser le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui au travers d'une approche qui est plus physique que économique. C'est ça dont je vais essayer de vous parler ce matin. Et une des choses que je vais essayer de vous relater, c'est que le monde de droit dans lequel nous vivons aujourd'hui doit en fait très largement à trois petites choses qui s'appellent le pétrole, le gaz et le charbon. C'est-à-dire que la façon dont on a structuré notre droit, les droits qu'on est capable d'exercer, la structure de la magistrature, etc., enfin le monde dans lequel nous vivons, doit extrêmement largement à ce qui a fait par ailleurs l'Anthropocène, c'est-à-dire l'abondance énergétique. C'est ça que je vais essayer d'évoquer ce matin. Alors effectivement, à mes heures perdues, il m'arrive de fréquenter des gens peu fréquentables, dont l'honorable Christophe Blain, avec qui on a commis ce bouquin, dans lequel vous pourrez retrouver sous une forme un peu ludique une large partie de ce que je vais vous raconter ce matin. Il doit traîner dans quelques bibliothèques, donc maintenant c'est même plus la peine de l'acheter. Vous avez également, pour celles et ceux qui ont un peu plus de temps à consacrer que l'heure et demie qu'on va passer, enfin qui nous reste maintenant à passer ensemble, vous avez également sur mon site la possibilité d'accéder directement aux cours que je fais aux mines, alors qui ont changé plusieurs fois de nom depuis que j'y enseigne, hein, ça s'appelle les mines Paris, et non plus mines Paris Tech, mais peu importe. Et qui vont également détailler, j'ai envie de dire, avec force, précision, une partie des choses que je vais vous raconter ce matin. Donc ce matin, je vais vous parler de climat et d'énergie. Et je vais commencer par le second, parce que le second est pour partie à l'origine du problème que nous connaissons maintenant, ou que nous commençons à connaître, parce qu'on commence tout juste à connaître sur la question de climat. Alors le mot énergie est un mot qui a une signification assez précise en physique, même si les physiciens vous expliqueront qu'ils ne sont pas capables de définir l'énergie, mais simplement de caractériser les cas de figure où elle se manifeste. Donc c'est un truc qui est un peu mystérieux, même pour les physiciens. Mais pour le grand public, c'est encore plus mystérieux, l'énergie, parce que je suis à peu près sûr que si je vous demandais de mettre sur une feuille de papier tout de suite, là maintenant, énergie, ça vous fait penser à quoi? Alors, en ramassant les feuilles de papier, j'aurais pas un truc unique, j'aurais un certain nombre de points de vue et qui sont pas nécessairement concordants les uns avec les autres. Alors, selon les époques, et en particulier quand c'est le prix qui devient un peu élevé, le réflexe pavlovien, un premier réflexe pavlovien qui vient souvent en tête des gens, c'est de penser énergie comme c'est un truc qui s'achète. Et du reste, si ça vaut trop cher, on n'est pas content. Donc si l'essence vaut trop cher, on n'est pas content. Si l'électricité vaut trop cher, on n'est pas content. Alors en fait, quand on commence à raisonner énergie au travers du prix, on se rend compte qu'on rate quelque chose d'absolument essentiel sur ce qu'est vraiment l'énergie. Et je vais vous prendre l'exemple d'une entreprise qui a en plus fait un tout petit peu parler d'elle récemment, qui est la SNCF. Donc la SNCF, comme vous le savez probablement, a pour objet de tirer les trains, et puis très accessoirement de faire avancer les camions, parce que c'est aussi le premier transporteur par camion de France, hein, au travers de Géodis, et de faire avancer également quelques bus. Alors, si vous regardez la SNCF sous un angle strictement économique, donc on va parler d'argent, vous vous rendez compte que le salaire et les charges des cheminots, ça représente à peu près la moitié des charges de la SNCF. Donc, dans les dépenses annuelles de la SNCF, les cheminots, c'est à peu près la moitié. Et si vous regardez combien est-ce que la SNCF paye pour l'électricité et le diesel qui permettent de faire avancer les trains, vous vous rendez compte que ça représente à peu près 3% de ses charges. Alors maintenant, on va faire un petit exercice de pensée. On va imaginer que demain matin, et c'est pour ça qu'il s'en va, parce qu'il n'a pas donné la bonne réponse, on demande à M. Farandou d'économiser 3% des charges de la SNCF. Alors M. Farandou se gratte la tête et il dit bah, option B, je vire 6% des cheminots. D'accord avec moi, 6% de 50%, ça fait le job. Il fait ça, bien évidemment, le lendemain, il n'y a pas un train qui circule parce que tout le monde est en rêve. Mais au bout d'un mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, au bout au bout d'un an et demi, il faut quand même bien bouffer. Et donc, au bout d'un moment, les cheminots qui n'ont pas été virés reprennent le travail et l'essentiel des trains avance. Option B, il dit j'arrête d'acheter le moindre kilowattheure d'électricité et le moins litre de diesel. Eh bien, aussi longtemps qu'il fait ça, une semaine, un mois, un an, 10 ans, un siècle, il n'y a pas un train qui avance.
Ce petit exercice de pensée vous montre donc que la dépendance à l'énergie n'est absolument pas reflétée par ce que ça coûte. Et je vais faire un autre exercice de pensée. Je vais demander à ma voisine de droite si elle connaît le montant de la facture d'électricité du tribunal où elle travaille. C'est rien. Voilà. Si demain matin le tribunal n'a plus d'électricité, est-ce qu'il travaille encore? Non. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer que en fait l'électricité en particulier, l'énergie en général, ce que ça coûte, c'est pas le sujet. Le point important, c'est d'en avoir. Et on peut en avoir alors que ça coûte cher, on peut en avoir alors que ça coûte pas cher, et on peut ne pas en avoir alors que juste avant, ça coûtait pas cher. Donc le point important avec l'énergie dans le monde moderne, c'est pas tellement ce que ça coûte, c'est le fait d'en avoir qui est absolument essentiel. Moi, je vous avoue qu'à Carbone 4, je ne sais pas combien coûte la facture d'électricité, alors que s'il n'y a plus d'électricité à Carbone 4, on est au chômage. On fait plus rien. Deuxième option possible, en ce qui concerne l'énergie, il y a maintenant beaucoup d'idées qui tournent autour du fait que moins on en utilise et mieux on se porte. Alors en fait, c'est l'exact inverse qu'on a fait historiquement. Ici, vous avez un diagramme enfin un graphique qui vous montre la quantité d'énergie qu'on a mobilisée. J'espère qu'au fond, vous voyez bien, hein, parce que l'image est petite sur l'écran, je ne sais pas pourquoi. Vous avez ici une représentation de la quantité totale d'énergie mobilisée par les hommes depuis un siècle et demi. Donc tout à gauche, là, on est en 1860, ici, là. Tout à droite, en 2022, parce que je n'ai pas encore les statistiques pour 2023. Alors, vous voyez plusieurs choses sur ce graphique. La première, c'est que vous voyez que chaque forme d'énergie, historiquement, a connu sa propre croissance, indépendamment de la croissance des autres. Donc, depuis qu'on a commencé à utiliser de l'énergie, en fait, pour être un peu plus précis, extracorporelle, parce que tous les jours, on utilise de l'énergie corporelle, c'est celle qui provient de la nourriture et de la chaleur ambiante. Depuis qu'on a commencé à utiliser de l'énergie extracorporelle, en fait, la quantité d'énergie qu'on a utilisée globalement dans le monde n'a jamais cessé d'augmenter. Et par ailleurs, chaque forme d'énergie prise individuellement a augmenté. Même le bois, ce qui est en vert en bas, là, on en utilise plus aujourd'hui qu'il y a un siècle et demi. Donc en fait, la révolution industrielle n'a pas consisté à remplacer le bois par autre chose, elle a consisté à rajouter autre chose en plus du bois. Et en plus du charbon dont on n'a jamais consommé autant que l'année dernière, on a rajouté du pétrole dont on n'a quasiment jamais consommé autant que l'année dernière, on a rajouté du gaz, etc. Et les nouvelles énergies renouvelables que vous voyez tout en haut là sur ce graphique, en fait, elles viennent se rajouter par-dessus le reste pour le moment à l'échelle mondiale, elles ne se substituent pas au reste. Alors en Europe un peu, mais c'est pour des raisons locales, c'est parce que le reste diminue de façon contrainte. Et globalement, ce qui permet au monde de tourner, c'est des énergies fossiles, c'est-à-dire pétrole, charbon, gaz. C'est ça qui aujourd'hui constitue 80% de l'approvisionnement énergétique planétaire. Et quand je suis né, c'était déjà 80%. Donc en fait, l'espace d'une vie, il ne s'est rien passé, on pourrait dire ça. L'énergie fossile domine le mix mondial depuis maintenant plusieurs décennies. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça parce que quand on regarde physiquement les propriétés des énergies fossiles. Aujourd'hui, vous savez qu'il est question de se décarboner, hein, d'aller vers un monde fait d'énergie renouvelable. Vous allez voir dans pas longtemps que le monde d'énergie renouvelable, c'est celui dont on sort. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on est allé dans le monde qu'il faut maintenant quitter? Ou bien on était complètement stupide, ou bien c'est qu'il y avait une très bonne raison pour faire ça. Et en fait, il y avait une très bonne raison pour faire ça, c'est que les propriétés physiques des énergies fossiles sont très supérieures aux propriétés physiques des énergies renouvelables. Et les énergies fossiles permettent de cocher 3 cases qui sont propres à notre nature profonde. Et du reste, normalement, comme magistrat, ce que je vais vous dire ne va pas beaucoup vous étonner. La première, c'est que nous sommes des animaux paresseux, comme tous les animaux qu'il y a sur Terre. Nous sommes paresseux parce que, avant que l'énergie abondante ne nous mette à l'abri des vicissitudes de la vie, il y a deux incertitudes fondamentales qui pèsent sur tous les êtres vivants. C'est est-ce qu'ils auront assez à manger et est-ce qu'ils ne vont pas se faire bouffer. Et donc, à partir du moment où on vit dans une nature hostile, où deux grandes craintes, c'est de ne pas avoir assez à manger et de se faire boulotter soi-même, eh bien, on cherche toujours à économiser ses propres réserves d'énergie pour être sûr que le moment venu, soit on pourra passer une période de disette, soit on courra suffisamment vite pour échapper à un prédateur, soit on courra suffisamment vite pour attraper sa proie. Et c'est la raison pour laquelle votre chat roupille toute la journée. Et d'une manière générale, les êtres vivants cherchent toujours à s'économiser, donc on est tous fondamentalement paresseux. La deuxième caractéristique que nous avons, c'est que nous sommes accumulatifs. On n'en a jamais assez, donc c'est pour ça qu'après avoir obtenu une augmentation de 10%, l'année d'après, on dit bah, si on pouvait en avoir encore une, ça serait bien.
et que le trader, il est jamais content de son bonus, et que s'il pouvait en avoir un plus gros, alors qu'il a déjà un très gros bonus. Donc on est tous accumulatifs. Et en fait, ça date de l'époque où on n'était pas sûr aussi de passer l'hiver, hein. Donc c'est notamment quelque chose qui s'est fortement développé dans la civilisation des moyennes latitudes, parce qu'il fallait accumuler du blé pendant l'été pour être sûr de passer l'hiver, il fallait accumuler du foin pendant l'été pour être sûr que les vaches passent l'hiver, etc. Et dans la fable de la cigale et de la fourmi, vous savez qui a le beau rôle? C'est évidemment l'animal accumulatif qui a le beau rôle, parce que c'est celui qui se met à l'abri des vicissitudes. Et troisième caractéristique que nous avons, c'est que nous sommes des animaux sociaux, on vit en groupe, et tous les animaux sociaux, ils cherchent à grimper dans la hiérarchie du groupe, tous. C'est la raison pour laquelle vous avez fait des études supérieures, c'est la raison pour laquelle j'ai fait des études supérieures, c'est la raison pour laquelle Porsche prend des voitures. Si on n'était pas des animaux sociaux sensibles aux signes de statut, Porsche ne prendrait pas une seule bagnole. Parce que pour simplement se déplacer, il n'y a pas besoin d'une Porsche. Et donc, ces trois caractéristiques, en fait, quand vous regardez physiquement, les énergies fossiles nous ont permis de les satisfaire beaucoup plus efficacement que les énergies renouvelables. On peut avoir beaucoup plus en se fatiguant beaucoup moins, on peut accumuler beaucoup plus facilement, et on peut satisfaire beaucoup plus facilement les signes de statut en ayant tout un tas de trucs qui sont vachement mieux que ceux du voisin. Donc on n'a pas économisé. Alors, en ce qui concerne les renouvelables, qui est maintenant l'objectif, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, en fait, peut-être qu'on va aller vers un monde 100% renouvelable, mais une absolue certitude, c'est que nous sortons d'un monde 100% renouvelable. Le monde dans lequel l'humanité a vécu depuis son origine jusqu'à il y a 2 siècles, en gros, hein, parce que les combustibles fossiles étaient quand même utilisés de manière marginale avant il y a 2 siècles, est un monde totalement renouvelable. Là, vous avez une image d'un monde 100% renouvelable qui date d'il y a quelques siècles. Et vous voyez des transports terrestres parfaitement renouvelables, c'est des chevaux mangeant de l'herbe renouvelable. Vous voyez une rivière parfaitement renouvelable avec dessus une barque en bois renouvelable poussée par un batelier renouvelable. Il y a probablement un moulin à eau à l'aval de cette rivière qui était parfaitement renouvelable, pas exploité. Peut-être qu'il y a un moulin à vent quelque part là-dedans également. Tout ça est parfaitement renouvelable. Donc la bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'on en est sorti? Encore une fois, hein, c'est la seule manière de savoir si on peut y retourner. Alors vous remarquerez que dans ce monde 100% renouvelable, il n'y avait pas l'école nationale de la magistrature, il n'y avait pas de tribunaux, il n'y avait pas l'organisation qu'on connaît, actuellement du monde de la justice. Il y avait beaucoup moins de prisons. À l'époque, le monde était suffisamment peu productif pour que la collectivité ne se donne pas la peine de consacrer une partie de ses ressources à mettre des gens nourris et logés aux frais de la princesse à ne rien faire. Donc à l'époque, les gens qui contrevenaient à la loi, on les pendait ou les cours, on les envoyait aux galères. Parce que le monde n'était pas assez productif pour se permettre de soutenir des improductifs de toute nature. Il n'y a pas que les prisonniers qu'on soutient aujourd'hui. Il y a les retraités, les handicapés, enfin tout le monde. Voilà. Et c'est dans ce monde-là, ça n'existait pas. Ça, des choses qu'il faut garder en mémoire. Donc, voici 3 mauvaises réponses. Évidemment, c'est la quatrième qui est la bonne. Donc, quand on essaye de représenter ce qu'est vraiment l'énergie, c'est-à-dire la quatrième réponse. En fait, voilà le meilleur proxy, la meilleure approximation que j'ai trouvé pour représenter ce qu'est l'énergie. En fait, l'énergie, c'est la nourriture de ce costume qui nous dote en permanence de super pouvoirs sans qu'on s'en rende compte. Donc, c'est notre costume d'Iron Man, ou d'Iron Woman, ou d'Iron Person, whatever, que nous avons en permanence sur le dos. C'est ça l'énergie, ou plus exactement l'énergie, c'est la nourriture de ce costume. Alors évidemment, c'est pas à ça qui ressemble au quotidien. Quand vous partez le matin, vous mettez des vêtements, quand je vais vous montrer que en fait vous mettez des machines sur votre corps, mais peu importe, vous mettez des vêtements et vous mettez pas le costume, l'armure qui fait clac 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 avec la petite lumière blanche au milieu. Mais par contre, ce que nous avons dans le monde remplit exactement les mêmes fonctions, sauf que ça a cette tête-là. Voilà. Là, je vous présente notre costume d'Iron Man en pièces détachées, c'est-à-dire l'ensemble des machines qui aujourd'hui travaillent pour nous et vont nous permettre à nous d'avoir beaucoup plus en se fatiguant beaucoup moins. Voilà, c'est ça l'énergie, c'est la nourriture de ce costume d'Ironman en pièces détachées, fait de grues, de tractopelles, de machines industrielles, d'usines, d'aspirateurs, de tracteurs, etc. Tout ça, en fait, c'est ça que nous amène l'énergie. C'est une armée d'esclaves mécaniques qui s'est mise à bosser pour eux, qui n'ont pas de droit, ces esclaves mécaniques. C'est ça qui est vachement bien.
et la morale n'a rien à y redire, c'est pas nos semblables qu'on a servis, donc ça nous pose moins de cas de conscience. Alors ces esclaves mécaniques, ils sont partout autour de nous, vous ne les voyez pas nécessairement, vous vous en rendez pas nécessairement compte, nous ne nous en rendons plus nécessairement compte, urbains que nous sommes, déconnectés des flux physiques qui nous permettent de vivre, mais en attendant, ils sont absolument partout autour de nous. Alors ce matin, avant de venir dans cette salle, l'essentiel d'entre vous a mangé, enfin je vous le souhaite en tout cas. Eh bien, en mangeant, vous avez mobilisé, l'espace de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, des machines absolument partout dans le monde qui vous ont permis de faire ça. Vous avez mobilisé, à l'évidence, des tracteurs et des moissonneuses-batteuses, parce que si vous vous êtes beurré la tartine, comme dit l'excellent Jean Dujardin, eh bien, pour faire une tartine, vous avez besoin de cultures de blé, et pour faire des cultures de blé aujourd'hui, vous avez besoin de tracteurs et de moissonneuses-batteuses. Mais à l'amont du champ, vous avez également utilisé, sans le savoir, une plateforme pétrolière, ou l'affreux pouyanné qui vous a permis de manger, absolument. Parce que l'affreux pouyanné et tous ses semblables, en extrayant du pétrole, ils ont permis la chimie organique qui a permis la fabrication du tracteur, ils ont permis la synthèse du caoutchouc qui a permis les pneus du tracteur, et ils ont permis l'extraction du gaz qui a permis la fabrication des engrais azotés qu'on met dans les champs. Vous avez également consommé, sans vous en rendre compte, des raffineries, des vapocraqueurs, des usines d'engrais, enfin tout un tas de trucs très industriels, dont une bonne partie n'est pas chez nous parce qu'on l'importe. Vous avez également mangé un petit bout de mines de potasse et de mines de phosphate, par exemple. Donc vous avez donné un peu d'argent à l'office chérifien des phosphates au moment où vous avez mangé votre tartine. Vous avez également mangé un peu de train, parce qu'une partie des céréales sont acheminées par train, en général, entre leur lieu de production et leur lieu de transformation. Vous avez mangé, surtout si vous avez acheté des biscottes toutes faites, mais même sans ça, de la machine industrielle de transformation. Ça peut aussi être le pétrin électrique et le four à pain du boulanger du coin, mais sinon c'est de l'industrie agroalimentaire. Vous avez acheté des emballages, pour autant que vous ayez utilisé, par exemple, si certains d'entre vous et certaines d'entre vous ont bu un café Nespresso, ce qui est très mal parce que c'est plein d'emballages, etc. Eh bien, vous avez mangé de la fabrication d'emballages. Si vous avez le moindre truc qui est arrivé chez vous sous plastique, vous avez également mangé de la fabrication d'emballages. Vous avez évidemment mangé du camion. Sans camion, les villes meurent de faim, hein. On s'en est rappelé au moment du Covid. Parce qu'aujourd'hui, le train serait totalement incapable d'assurer l'approvisionnement alimentaire dans les villes. Donc nous mangeons tous du camion. Vous avez mangé des appareils à faire du chaud, des appareils à faire du froid, etc. Bref, un geste aussi simple que de mordre une bouchée, de prendre une bouchée d'une tartine, en fait, vous vous en rendez pas compte, mais ce geste n'est possible qu'en ayant mobilisé des centaines, des milliers de machines qui vous ont permis de faire ça pour 3 fois rien. J'insiste pour 3 fois rien. Là, je n'ai pas de graphique pour vous le montrer, mais le prix réel de la nourriture en France a été divisé par à peu près 30 en un siècle grâce à l'énergie abondante. Alors, si vous êtes bien placé pour le savoir, il est interdit de se promener tout nu dans ce pays. Donc, vous portez des vêtements. Ah oui, si on se promène tout nu, ça vous donne encore plus de boulot. Donc, vous portez des vêtements. Eh bien, c'est pareil, les quelques secondes, même un lendemain de fête un peu bien arrosé, qu'il vous faut pour enfiler un vêtement, vous avez également mobilisé, en ce faisant, des centaines, des milliers de machines qui ont travaillé pour vous. Si vous avez une culotte petit bateau en coton, comme chacun sait, eh bien, vous avez mobilisé de la machinerie agricole qui a permis de planter et récolter le coton, comme par exemple cette moissonneuse à coton que vous voyez ici. Si vous portez des fibres synthétiques, on en a tous sur nous, hein, nylon, polyester, etc. Bref, rayon, qu'est-ce que je sais. Eh bien, à ce moment, vous avez mobilisé, là aussi sans le savoir, une plateforme pétrolière, un vapocraqueur, etc. Qui dans cette salle, par exemple, connaît l'entreprise Lyondell-Basel? Qui connaît Barilla? Barilla. Putain, vous mangez jamais de pâtes? Personne ne lève la main. Si. Ah bon, quand même. Lyondell-Basel doit faire 100 fois la taille de Barilla. 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui fait de la chimie amont, de la chimie organique. Donc en fait, c'est une entreprise qui prend une partie des coupes de raffinerie, qui prend du naphtha, qui est un produit qui est obtenu en sortie de raffinerie, et qui avec ça fait des monomères et des polymères derrière, c'est-à-dire justement polyamide, polyester, nylon, etc. Vous avez tous un produit Lyondell-Basel sur vous sans le savoir, Lyondell-Basel ou une boîte analogue, hein, sans le savoir.
Vous avez également utilisé de la mécanique pour tisser les tissus, parce qu'il y a longtemps qu'on fait plus ça à la main et qu'on n'a plus des roues chez nous. Vous avez également mobilisé de l'industrie chimique pour tous les gens qui portent pas des tissus écrus, hein, vous avez en général des tissus colorés. Vous avez mobilisé, pour autant que vous ayez la moindre pièce de métal sur vous, qu'il s'agisse d'une braguette ou d'une attache de soutien-gorge, de la métallurgie, parce qu'il y a des petites pièces en métal maintenant dans les vêtements. Vous avez également mobilisé pour ça donc parfois des engins de mine. Vous avez mobilisé, si jamais vous faites le nœud de cravate devant une glace, un four à verre, etc., etc. Bon bref, je vous passe le détail, mais vous avez mobilisé à votre profit tout un tas de machines, là aussi, sans vous en rendre compte, simplement pour enfiler un vêtement. Et c'est parce que c'est ces machines qui travaillent à notre place beaucoup plus efficacement que les travailleurs manuels de l'ancien temps, que là aussi, quand vous regardez le prix réel des vêtements, il a été divisé par des dizaines en l'espace d'un siècle. Quand vous regardez le nombre d'heures de travail qu'il se faut aujourd'hui pour se payer une chemise, c'est ridicule au regard du nombre d'heures de travail qu'il fallait pour se payer une chemise il y a un siècle. Et du reste, pour celles et ceux qui s'en souviennent, moi, mon père, il avait des vestes rapiécées au coude, alors qu'il était prof de fac. Donc c'est pour dire qu'il faisait pas partie des miséreux, quoi. Donc c'est bien qu'il y a eu une époque où les vêtements coûtaient considérablement plus cher que ce qu'ils coûtent aujourd'hui. Pareil, c'est le résultat des machines. Et c'est également vrai pour le métier que vous faites. Vous ne rendriez pas la justice de la même manière dans un monde sans énergie. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, on aurait tendance à prendre un peu moins soin. Le monde sans énergie est un monde plus violent en général. Donc on prendrait un peu moins soin de ceux qui sont tombés au fond du trou dans ce monde-là. Et pour rendre la justice aujourd'hui, vous avez besoin d'énergie. Alors par exemple, pour construire ce superbe nouveau TGI de Paris, eh bien, on a eu besoin d'engins de travaux publics. Ces engins de travaux publics sont puissants comme 10 000 fois les ouvriers qui les pilotent, en termes de puissance mécanique. C'est-à-dire si on avait des gens avec des pelles et des pioches pour faire le terrassement, au lieu d'utiliser des tractopelles qui fonctionnent au pétrole, eh bien, le travail horaire serait 10 000 fois moins efficace, ça prendrait un peu plus de temps. Vous avez utilisé toute l'industrie amont pour faire les bâtiments, les ordinateurs, le mobilier, etc. Vous avez utilisé des cimenteries, etc. Même pour des vieux. Vous avez besoin de moyens de transport parce que vous vous rendez en général de temps en temps au tribunal pour voir la trombine des détenus, enfin des prévenus plus exactement, l'un avant l'autre. On ne fait pas encore totalement du télétravail en la matière. Vous avez besoin d'ordinateurs, c'est-à-dire que vous avez besoin de 50 métaux différents désormais, ou 60 métaux différents pour rendre la justice. Bah oui, dans un ordinateur, vous avez 50 à 60 métaux différents hein, qui viennent de la Terre entière. Donc aujourd'hui, la justice est mondialisée, puisque sans ordinateurs qui sont le produit de la mondialisation par excellence, vous ne fonctionnez plus de la même manière. Hein. Si vous deviez rendre la justice papier-crayon, ça irait. Déjà que là, ça va pas très vite, ça irait encore plus lentement. Incidemment, dans un monde sans ordinateur, la réglementation à observer serait beaucoup plus simple, parce que le législateur serait infoutu de pondre et de maintenir la même quantité de textes réglementaires sans ordinateur. Donc un monde avec ordinateur, il y a je sais plus qui, là, je sais plus quel politique il n'y a pas longtemps qui a dit il faut un choc de simplification. Tant qu'il y aura des ordinateurs dans le monde, vous oubliez. Le monde sera compliqué, parce que si vous donnez un ordinateur à quelqu'un, il peut pondre beaucoup plus de réglementation que s'il a juste papier et crayon. Donc, ne rêvez pas d'un monde simple tant qu'on a des capacités de traitement de l'information qui sont celles qu'on a aujourd'hui. Et plus ces capacités de traitement de l'information seront développées, plus le monde sera compliqué. C'est aussi bête que ça. Voilà, donc je vous continue hein, dans les moyens matériels qui sont utilisés par le ministère de la Justice. En fait, vous retrouvez en sous-jacent tous les produits industriels qui sont désormais à notre disposition. Et donc, je le répète, on ne rend pas la justice de la même manière dans un monde dopé à l'énergie que dans un monde qui est un monde sans énergie, et du reste, ça se voit facilement. Alors, si je prends la synthèse de ce que je viens de vous raconter et que j'en fais un tableau global, si je prends l'ensemble des machines, c'est-à-dire l'ensemble des esclaves mécaniques qui travaillent pour nous en ce moment dans le monde, je me rends compte que, à condition évidemment que je leur donne leur nourriture particulière qui s'appelle l'énergie, à tout instant, elles démultiplient la puissance musculaire de l'humanité par un facteur d'à peu près 200.
Une autre manière de dire la même chose, c'est que dans un monde sans machines, c'est-à-dire sans énergie fossile, il faudrait qu'il y ait 1600 milliards d'individus sur Terre, et non pas 8, pour avoir une production d'objets et de services qui soit à peu près la même que celle qu'on a aujourd'hui. D'accord? C'est ça qu'il faudrait avoir. Alors bien évidemment, à 8 milliards, on a déjà quelques problèmes de place. À 1600 milliards, je pense qu'on aurait un problème de place un peu plus aigu. Il y a d'autres manières de représenter cette même réalité physique. C'est que le mode de vie standard d'un terrien aujourd'hui, je dis bien un terrien, hein, j'agrège le français, l'indien et l'habitant du Zimbabwe. Donc le mode de vie d'un terrien aujourd'hui, il est équivalent à ce qu'il aurait en ayant 200 esclaves à sa disposition H24 s'il n'y avait pas les machines et l'énergie sur Terre. Et là, je parle du terrien. Si je prends le français, on est plutôt à 600. Donc le français ordinaire, il vit comme s'il avait 600 esclaves à sa disposition. Ou dans un monde sans énergie, il devrait avoir 600 esclaves à sa disposition pour avoir le même niveau de vie. Et si je prends un cadre, on est plutôt à 1000. Les cadres gagnent plus que la moyenne. Donc, ils ont un train de vie qui est supérieur. C'est ça qui a permis l'énergie. Donc je le redis, l'énergie fossile a permis d'avoir beaucoup plus, pensez donc, 200 esclaves par personne, c'est beaucoup plus que d'avoir juste son propre corps, et de l'avoir en se fatiguant pas, puisque aujourd'hui, c'est les machines qui se fatiguent à notre place à faire la nourriture, les vêtements, à nous déplacer, etc. Et nous, on en fait tellement peu que c'est devenu un problème de société. On en fait tellement peu que la sédentarité devient un problème sanitaire. Si on était logique en m'écoutant, vous devriez faire un petit footing là, en courant autour de la pièce, au lieu de rester sagement assis. Si on essaye de traduire ce que je viens de vous dire en termes économiques, dans l'économie, la production, en fait, c'est des opérations de transformation successive. Pour avoir un objet à votre disposition, ce qui se passe dans le monde physique, c'est qu'on prend des ressources naturelles et on leur fait des transformations, on effectue avec des transformations successives juste au moment où vous avez l'objet que vous tenez entre vos mains. Donc, vous prenez une paire de lunettes. Une paire de lunettes, c'est du pétrole, c'est-à-dire une ressource naturelle auquel on a fait faire des transformations successives jusqu'à obtenir du polycarbonate, les plastiques, etc. Enfin, tout ce que vous avez dans votre paire de lunettes, parce que vos lunettes, c'est aussi du pétrole. Bonne nouvelle. Et puis, si je prends vos chaussures, c'est pareil, etc. Et si je prends n'importe quel objet que vous voyez dans cette salle, c'est des ressources naturelles qui ont été transformées. Et si je prends un service, en fait, il repose également sur des ressources naturelles transformées. J'en reviens au fait, un procès, qui est un service, hein, eh bien, il n'est possible qu'à partir du moment où vous avez un bâtiment, on pourrait le faire en plein air, comme Saint-Louis, là, mais enfin, pas ce qu'on fait maintenant. On a besoin d'un bâtiment, on a besoin de bâtiments où mettre les gens qu'on a reconnus coupables, on a besoin de mobilier, on a besoin d'ordinateurs, donc on a besoin de ressources naturelles, même pour les services, et pour aller au cinéma, ou pour aller au restaurant, ou pour aller se faire couper les cheveux, il y a aussi des ressources naturelles qui rentrent en jeu. Votre coiffeur, il a, j'allais dire des ciseaux, non, maintenant il a des tondeuses, et il a également des lacs, des shampoings, des casques chauffants, qu'est-ce que je sais. Donc en fait, vous n'avez pas un seul produit ou service dans l'économie des hommes, dans l'économie des êtres humains, sans que, à un moment, vous n'ayez de ressources naturelles transformées qui rentrent en ligne de compte. D'accord ? Donc en fait, l'économie, c'est un vaste système de transformation qui va des ressources naturelles jusqu'aux produits et services qui sont disponibles pour la consommation finale. Or, la transformation, c'est, par définition en physique, la manifestation de l'énergie. Vous n'avez pas de transformation sans énergie. Ça, c'est la physique qui vous dit ça. L'énergie sert à quantifier les transformations. Et ça vous explique pourquoi, du coup, quand vous regardez la production économique mondiale mesurée en valeur, mesurée en euros, eh bien, vous avez quelque chose qui, au premier ordre, est une fonction linéaire, c'est-à-dire une droite parfaite, de la quantité d'énergie qu'on utilise dans le monde. Donc sur ce graphique, vous avez en abscisse, donc sur l'axe horizontal, la quantité totale d'énergie qu'on utilise dans le monde année après année. Donc en bas à gauche, là, vous êtes en 1965, puis 66, 67, 68, etc. Puis vous suivez les années en suivant les points, jusqu'au moment où on est en 2022, là où c'est marqué 2022, comme quoi c'est bien fait. Et donc en abscisse, vous avez la quantité d'énergie qu'on utilise, et en ordonnée, vous avez la production économique mondiale. Eh bien, vous voyez que vous avez une quasi-droite, et en fait, c'est normal, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'énergie, c'est le parc de machines en service. Donc en fait, ce que vous dit ce graphique, c'est qu'à cause du rapport de 1 à 200 que vous avez entre la puissance musculaire des individus et la puissance mécanique des machines, comme c'est essentiellement les machines qui produisent, vous avez dans le monde une production économique qui, au premier ordre, est aussi grosse que le parc de machines en service.
C'est une règle du pouce qui marche très bien. Et la raison pour laquelle, pendant un temps, la France a eu une production économique supérieure à celle de la Chine, alors que la France était un plus petit pays géographiquement, moins peuplé, etc., c'est juste parce qu'il y a eu quelques dizaines d'années pendant lesquelles la France avait un parc de machines plus gros que celui de la Chine. Voilà, fermez la parenthèse. Maintenant que la Chine a un énorme parc de machines, elle aussi, elle a un énorme PIB. Voilà, c'est aussi bête que ça, encore une fois. Ce qui veut dire, vous comprenez tout de suite là où je veux en venir, que dans un monde dans lequel il y a de moins en moins d'énergie, si on continue à compter le PIB de la même manière, après on peut décider de changer la convention parce que ça nous arrange, mais si on continue à compter le PIB de la même manière, dans un monde avec de moins en moins d'énergie, vous avez de moins en moins de machines en fonctionnement et donc vous avez un PIB qui se contracte. Et donc vos problèmes budgétaires ne font que commencer. Je vais vous dire à la fin que c'est malheureusement, probablement dans ce contexte-là, qu'il va falloir raisonner à partir de maintenant. Voilà, vous allez regretter de m'avoir invité. Alors, dans le passé, qu'a fait cette énergie? 1 milliard de trucs. D'abord, elle a augmenté très très fortement la productivité agricole. Ici, vous avez la productivité à l'hectare de 2 pays. En haut, vous avez la France pour le blé, et en bas, vous avez, si ma mémoire est bonne, le Burundi, absolument. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France depuis quelques siècles? Parce que là, vous avez quelques siècles, hein. Ici, pour ceux au fond de la salle qui n'arrivent pas bien à lire, on est en 1850. 1850, et tout à fait à droite, là, on est en 2022. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'abondance énergétique qui arrive en France, qui provoque la révolution industrielle. Et cette révolution industrielle va permettre à l'industrie naissante de doter l'agriculture d'outils de plus en plus performants et en quantité croissante. Des colliers de trait, des charrues, des charrettes, des roues cerclées de fer, enfin tout un tas de trucs qui vont permettre de cultiver et de transporter plus efficacement. Et à ce moment, vous voyez la productivité agricole qui commence à augmenter à l'hectare, hein, qui commence à augmenter. Là, vous voyez, 1850 jusqu'au début du XXe siècle, ça augmente. Alors, ça augmente pas de manière absolument fulgurante, mais ça augmente quand même. Et puis, à un moment, on va se mettre à faire venir dans les champs directement les machines. Là, c'est les tracteurs qui arrivent à l'après-guerre. Et on va mettre au service de ces tracteurs des phytosanitaires, donc des pesticides et des engrais. Et là, vous voyez l'explosion de la productivité qui, en gros, le rendement à l'hectare a été multiplié quasiment par 5 en l'espace de quelques décennies. Et puis, depuis quelques décennies, ça plafonne. D'abord parce qu'à un moment, cette hausse du rendement due à la mécanisation, elle s'arrête. Vous avez également la sélection variétale qui a joué un rôle, mais vous avez également le changement climatique qui commence à jouer un rôle, et tout ça se compense, et maintenant les rendements sont à peu près constants. En bas, un pays qui n'a toujours pas d'industrie fossile, la productivité agricole à l'hectare est restée à peu près constante et elle est restée au niveau de ce qu'elle était en France avant la révolution industrielle. Donc là, vous avez un premier effet, on en a eu plus en se fatiguant moins, on a fait bosser les tracteurs, d'abord les chevaux, puis les tracteurs et les usines à notre place, et ça nous a permis de manger plus. Économiquement, ça s'est traduit par quelque chose qu'on a coutume d'appeler la hausse de la productivité. Alors, qu'est-ce que c'est que la hausse de la productivité en termes physiques? C'est assez simple. Vous prenez l'agriculture d'il y a 2 siècles, il produit une certaine quantité de nourriture. Vous prenez l'agriculteur d'aujourd'hui, vous dites, par agriculteur, 200 fois plus de nourriture. Il est devenu vachement plus productif. Alors, est-ce que ça veut dire que tel Shiva, il lui a poussé 200 paires de bras et 200 paires de jambes? La réponse est non. Est-ce que ça veut dire que tel que Hulk, sa masse musculaire a été multipliée par 200? La réponse est non. En fait, la réponse, c'est que c'est plus lui qui produit, c'est les machines, avec l'énergie. Donc en fait, la productivité du travail, quand vous regardez physiquement ce que ça veut dire, très souvent, ça veut dire qu'on a adjoint des machines aux gens. Si vous devenez plus productif dans les jugements rendus, c'est soit que vous avez des machines qui vous aident à traiter plus vite une information qu'avant vous deviez traiter vous avec papier-crayon, et évidemment, vous avez un phénomène adverse qui vient en face, qui est la complexité de la réglementation dont je parlais tout à l'heure. Donc les machines vous simplifient la vie au tribunal et vous la complexifient en dehors du tribunal, si je dis les choses de manière un peu rapide. Et là, donc ce que vous voyez, c'est que la productivité du travail, c'est les machines qu'on rajoute. Donc là, c'est pareil. Dans un monde avec de moins en moins de machines, la productivité du travail va s'inverser, enfin, va se mettre à baisser. À cause de la fourniture de nourriture plus importante, et de la prophylaxie qui a été permis par l'énergie, fabrication de savon, adduction d'eau potable, évacuation des eaux usées, etc. Et plus marginalement derrière, parce que vous voyez que ces courbes
qui démarre ici en 1770, en fait, elle commence à augmenter fortement, c'est l'espérance de vie, hein. Elle commence à augmenter fortement dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc c'est bien avant les opérations chirurgicales à cœur ouvert et même les antibiotiques, hein. Ça, c'est un effet de la productivité agricole et c'est un effet de la prophylaxie. Et vous voyez qu'il n'y a pas de rupture de pente au moment où arrivent les vaccins et les antibiotiques. C'est la continuation du mouvement. Mais le fait que les gens aient été mieux nourris a très fortement diminué la mortalité infantile, qui était le premier facteur d'espérance de vie limitée. Et à l'époque, du reste, il y a 2 siècles, on mourait plus jeune à la ville qu'à la campagne, parce qu'à la ville, il n'y avait pas de services sanitaires particulièrement développés. Par contre, il y avait une concentration de miasmes qui fait que dès qu'il y avait une cochonnerie qui traînait quelque part, on était un peu plus assuré de l'attraper que quand on était à la campagne. Donc, si vous regardez l'étape de mortalité de Malthus, par exemple, dans Essai sur le principe de population, le premier tome, c'est juste ça, c'est l'étape de mortalité à n'en plus finir dans tous les pays du monde, à se demander comment il a eu celle d'Égypte, mais peu importe, à l'époque. Eh bien, vous vous rendez compte que partout, la mortalité était supérieure en ville, enfin, où l'espérance de vie était inférieure en ville à ce qu'elle était à la campagne. Comme on a remplacé les agriculteurs par des tracteurs, eh bien, vous avez également quelque chose qui se voit dans tous les pays du monde, c'est qu'au fil du temps, plus la quantité d'énergie par personne augmente et plus la fraction de la population active dans l'agriculture baisse. Donc là, vous le voyez de manière magistrale pour la Chine. Vous voyez qu'en l'espace de 30 ans, avec un approvisionnement énergétique par personne qui a été multiplié par 5, eh bien, vous avez une fraction de la population active dans l'agriculture qui a été divisée par 3. Donc, les campagnes qui se vident, c'est un effet de l'abondance énergétique. C'est la productivité qui augmente à cause de l'énergie, et donc à ce moment, les gens sont disponibles pour faire autre chose. Autre chose quoi? Eh bien, de l'industrie et des services. C'est ce qu'on va voir maintenant. Là, vous avez la même chose pour le monde dans son ensemble. Voilà l'évolution de la structure de l'emploi en France sur un siècle. Donc ça, c'est également l'effet de l'énergie qui vous amène ça. Donc vous voyez, au début du XXe siècle, tout en bas, là, vous avez 40% des actifs qui sont dans l'agriculture. Et à cette époque-là, bouchez-vous les oreilles, mesdames, je soupçonne que les statistiques considéraient comme inactives les conjointes d'agriculteurs. Je n'ai pas été vérifié, mais ça m'étonne, je suis raisonnablement prêt à parier un café, que c'est comme ça que c'était fait. Alors que bien évidemment, dans la réalité physique, c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Dans l'industrie, vous avez à peu près 25% des gens, et dans le tertiaire, vous avez 25% des gens également. Alors, dans l'agriculture, l'arrivée des machines, qu'est-ce que ça fait? Ça supprime des gens. Dans l'industrie, qu'est-ce que fait l'arrivée des machines? Dans un premier temps, ça augmente l'emploi, parce que dans l'industrie, vous avez un emploi par machine à piloter. Hein. Pour celles et ceux d'entre vous qui se rappellent des temps modernes de Charlie Chaplin, vous voyez bien, l'emploi d'ouvrier dans l'usine, c'est l'emploi de serviteur de la machine. Donc on passe d'un état où le produit de l'industrie, l'objet, était un auxiliaire du travailleur dans l'industrie, à un état dans lequel le travailleur est l'auxiliaire de la machine. Il est là pour permettre à la machine de fonctionner, parce que, encore une fois, c'est la machine qui produit, c'est pas l'individu. Et vous avez dans le tertiaire, au début, il n'y a pas beaucoup de monde, et puis vous voyez que ça augmente au cours du temps. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a désindustrialisé? Pas du tout. C'est au contraire parce qu'on a industrialisé. Parce que dans l'industrie, vous avez un emploi par machine, pour simplifier, et dans le tertiaire, vous avez un emploi par flux physique à gérer. Donc par objet à vendre, par objet à financer, par personne qui se déplace, donc il faut réglementer la circulation, ou à qui il faut apprendre à conduire, etc. Donc en gros, dans le tertiaire, vous avez un emploi par objet à gérer ou un emploi par flux physique à gérer. Donc dans un monde bourré de machines, vous allez créer plein d'objets et plein de flux physiques, et donc vous allez avoir un appel d'air absolument monstrueux pour le tertiaire. Vous créez un monde très compliqué et vous avez besoin d'énormément de gens, y compris les magistrats et les consultants inutiles comme moi, pour gérer cette complexité. Vous ne seriez pas utile dans un monde très simple. Je reste dans un monde très simple, il y avait moins de magistrats. Et la justice environnementale ne serait pas nécessaire dans un monde très simple, parce qu'il n'y aurait pas de problèmes environnementaux, du reste, incidemment. Le tertiaire, donc en fait, il augmente à mesure que l'approvisionnement énergétique augmente. Et ici, vous avez une image qui est tirée du monde sans fin. Pour représenter le monde que nous avons créé avec l'abondance énergétique, nous avons créé une énorme métropolis mondialisée, dont une large partie pour les Français n'est pas située en France. Parce que je vous rappelle que les machines qui ont fait vos vêtements et les puits qui ont extrait le pétrole avec lesquels on fait les fibres dont sont faits vos vêtements, tout ça, c'est pas en France. Les machines qui ont fait vos casseroles, vos réfrigérateurs et 80% de vos voitures sont pas en France.
Donc la métropolis qui nous permet de vivre comme nous vivons aujourd'hui, il y en a une large part qui n'est pas en France. Par contre, la civilisation de bureau qui administre cette métropolis, elle, oui, il y en a une large part qui est en France. Donc en France, on se dit on est dématérialisé, désindustrialisé, pernique. On a juste un déficit du commerce extérieur qui a explosé. Parce que les machines hors de France, évidemment, quand les produits arrivent en France, il faut qu'on les paye. Mais c'est ça la réalité du monde moderne aujourd'hui. Donc on a fait une métropolis mondialisée, je vais vous en parler dans pas longtemps, sur laquelle est assise une armée d'employés de bureau dont vous et moi faisons partie. C'est ça l'abondance énergétique. Et l'idée en particulier que dans un monde sobre en énergie, on va conserver cette armée d'employés de bureau, moi, est une idée que je trouve extrêmement discutable. Personnellement, ma conclusion, c'est que dans un monde avec très peu d'énergie, on va recommencer à transpirer. Et vous allez voir dans pas longtemps, un autre effet de l'énergie, c'est que ça a très fortement diminué le temps de travail. Donc la CGT peut aller se rhabiller. En fait, ce qui a permis qu'on bosse moins, c'est essentiellement l'abondance énergétique. Alors là, je vais soulever un point très intéressant, c'est que, enfin en tout cas je trouve, c'est que l'état de droit ou l'exercice d'un droit demande un substrat physique pour que ce soit possible. Si vous n'avez plus le substrat physique, vous avez le droit, mais vous n'avez pas l'exercice du droit. Je vais vous prendre un exemple. Vous prononcez un divorce et vous dites les enfants ont le droit d'aller alternativement chez leurs deux parents. Physiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moyen de transport qui existe et que ce moyen de transport est mobilisable pour que les enfants se déplacent. Si le moyen de transport n'est plus disponible, vous avez le droit, mais vous n'avez pas l'exercice du droit. C'est clair? Donc l'exercice du droit, c'est un flux physique, l'essentiel du temps. Pas le flux physique, il y a le droit, il n'y a pas l'exercice du droit. Donc là, je reviens à mon temps de travail. Ce que vous voyez ici, c'est que si vous essayez, si vous avez supprimé, du reste pour ceux qui au fond qui n'y voient rien, c'est très facile. Si je supprime les dates là que vous avez en abscisse et que je vous dis sur cette courbe, là, trouvez-moi les 35 heures de Mitterrand. Bah, vous les trouvez pas. Vous les trouvez pas parce que ça n'est pas une rupture de pente. C'est la continuation d'une tendance qui a démarré il y a plus d'un siècle et qui fait que les machines ayant remplacé notre temps de travail, parce que je vous rappelle, nous sommes paresseux, eh bien, dès qu'on a pu, on les a fait travailler à notre place. Donc il y a un siècle, il y avait beaucoup moins d'énergie, on travaillait beaucoup plus, 2 fois plus qu'aujourd'hui à peu près, on travaillait 2900 heures par an, alors qu'aujourd'hui on est à 1400. Ça, c'est un effet des machines également. Partout où vous avez les machines qui arrivent, on travaille moins. Alors, à quoi est-ce qu'on a affecté ce temps libre? Aux retraites, aux études longues, aux 35 heures, aux congés payés. Tout ça n'existait pas dans le monde sobre en énergie qui prévalait il y a un siècle et demi. Les premières retraites sont apparues en France avec c'est Colbert qui a instauré ça pour les marins de la Royale. Mais à l'époque, il fallait avoir survécu jusqu'à 60 ans au scorbut et au boulet de canon. Donc, ils ne prenaient pas un grand risque avec les finances publiques. Et puis les Anglais, ces affreux cochons, nous avaient précédé d'un siècle, puisque le ministre de la Marine anglais avait fait la même chose quelques dizaines d'années avant, ou 50 ans avant à peu près, ou un siècle avant, je ne sais plus, enfin bref, dans ces eaux-là. Et ce que vous voyez, c'est que ces acquis, en fait, certes, il faut les demander pour les avoir peut-être, mais il faut de l'énergie à profusion pour les obtenir et pour les conserver. Sans énergie à profusion, ça ne restera pas. La liberté de mouvement, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous prononcez un divorce et vous dites les enfants ont le droit d'aller à droite à gauche, eh bien elle a notamment été procurée par la voiture. Il y avait 2,5 millions de voitures dans ce pays en 1945, il y en a 40 millions aujourd'hui. E égale 1,5 de MV2, pour propulser 40 millions de fois une tonne et demie, il faut plus d'énergie que pour propulser 2,5 millions de fois 500 kg. Parce qu'à l'époque, les voitures, c'est 500 kg. Voilà, donc ça c'est très simple, c'est de l'énergie à profusion. L'agriculture mécanisée vide les campagnes. On donne l'industrie et les services se développent et c'est plus efficace de les développer dans des points de concentration que sont les villes. Et donc, la profusion énergétique a modifié l'aménagement du territoire à peu près partout de la même manière, dans tous les pays au monde, pas seulement en France. Ça a concentré les gens dans les villes et comme on a donné des voitures à tout le monde et que par ailleurs les gens aiment bien avoir un peu d'espace autour d'eux, on a étalé les villes. Donc l'abondance énergétique urbanise et étale les villes. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez constater dans tous les pays du monde, hors caractéristiques géographiques particulièrement locales. Par exemple, dans les vallées alpines, comme c'est compliqué d'étaler les villes en montant sur les flancs, en général, on a laissé la ville plus concentrée dans les fonds de vallée. Mais c'est parce que vous avez un obstacle géographique. Mais dès que vous avez une ville en plaine,
elle s'étale. Là, l'augmentation de la production, c'est l'augmentation des revenus. En comptabilité nationale, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, la somme des revenus et la somme de la production, c'est pareil. Donc, pour gagner plus, il faut qu'il y ait plus de production. Plus de machines, plus de production, plus de revenus. Là, ce que vous voyez, c'est l'évolution du pouvoir d'achat des Français, et vous voyez de façon absolument magistrale l'arrivée du pétrole après-guerre. Hein. Vous voyez que c'est le pétrole qui a permis l'explosion des revenus, tout simplement parce que ça a permis l'explosion de la production. Ça a permis une très forte baisse des inégalités aussi. Ne sautez pas en l'air tout de suite. Quand vous prenez les 1% des Français qui avaient le plus de patrimoine, ils détenaient 60% du patrimoine des Français en 1900. Et cette proportion a été divisée par 4 en 1980. C'est l'émergence des classes moyennes permise par l'énergie abondante qui a diminué les inégalités. Pareil pour les revenus, les 1% des Français qui gagnaient le plus en salaire et en rente gagnaient un quart de ce que gagnaient tous les Français en 1900, c'est descendu à 8% en 1980. Depuis, ça remonte un peu et c'est en lien avec l'approvisionnement énergétique qui a suivi les chocs pétroliers, mais j'ai pas le temps de détailler. Excellent livre dont je vous conseille la lecture, Féminicène, qui explique en quoi l'anthropocène, c'est-à-dire l'abondance énergétique, a très fortement égalisé les conditions des hommes et des femmes. Alors ça s'est manifesté de plusieurs manières, enfin ça s'est dû plus exactement à plusieurs causes. D'abord la très forte baisse de la mortalité infantile, qui est un effet de l'abondance énergétique. Il est évident que si les femmes ont besoin d'avoir 2 ou 3 fois moins de périodes de grossesse et d'allaitement dans leur vie, par rapport pour avoir la même quantité d'enfants à l'arrivée, c'est évident que ça améliore leurs conditions. La tertiarisation de l'emploi a supprimé toute notion de force physique pour avoir un salaire. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui a très fortement égalisé les conditions. Il se trouve qu'historiquement, sans rentrer dans les débats de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose, les femmes étaient très largement responsables des tâches domestiques et la mécanisation de ces tâches domestiques, réfrigérateur, machine à laver, la vaisselle, etc., a très fortement diminué le temps dévolu à ces tâches, même quand c'est toujours les femmes qui chargent le lave-vaisselle ou le lave-linge. Donc en fait, vous avez vous retrouvez l'énergie dans tous les sens quand vous regardez l'évolution de la condition féminine. Je vous précise que ce bouquin a été écrit par une femme qui se revendique féministe. L'énergie abondante, c'est la mondialisation. Quand vous regardez physiquement ce que c'est que la mondialisation, c'est des bateaux et des camions. C'est ça la mondialisation. Dans un monde dans lequel il n'y aurait plus de bateaux, plus de camions, plus de marine marchande, plus de camions, vous n'avez plus de mondialisation en pratique. Parce que vous n'avez plus la possibilité physique de faire communiquer des marchandises ou des morceaux de marchandises ou des matières premières d'un endroit à un autre. Ici, vous avez la capacité de la marine marchande depuis un siècle, un peu plus d'un siècle. Alors, vous voyez, en 1900, le trait pointillé du bas, là, sur ce graphique, vous représente le tonnage qui est, la capacité de la totalité de la marine marchande à voile. Et en fait, si vous remontez un peu plus loin dans le temps, en 1850, j'ai essayé de faire des calculs d'ordre de grandeur, la capacité de l'ensemble de la marine marchande à voile à cette époque-là, donc de tous les clippers, etc., ça devait être aux alentours de 20 ou 30 millions de tonnes. Donc, vous chargiez à bloc toutes les cales de tous les bateaux de la marine marchande dans le monde disponibles et on pouvait charger 20 millions de tonnes. Aujourd'hui, vous faites la même chose avec les bateaux de la marine marchande à pétrole et vous chargez 2 milliards de tonnes, c'est-à-dire 100 fois plus. Dans un monde sans pétrole, il n'y aura pas la mondialisation d'aujourd'hui, ce qui veut dire que votre pouvoir d'achat et le mien va en prendre un sacré coup dans la figure. C'est absolument évident. Cette mondialisation a permis une complexification faramineuse des objets. Ici, vous avez la quantité de métaux, alors au fond, vous allez vraiment avoir du mal à voir, qui étaient nécessaires pour fabriquer tous les objets qu'on pouvait trouver dans l'environnement industriel en fonction des siècles, 1700, 1800, 1900, etc. Alors en 1800, vous aviez besoin de 9 métaux, parce que je ne compte pas le carbone et le calcium comme des vrais métaux, ça c'est essentiellement le calcaire, pour faire fonctionner l'industrie. Donc vous aviez le fer, là, le cuivre, l'étain, le zinc, le plomb, le manganèse et le cobalt. Et une fois que vous aviez tous ces métaux, vous fabriquez, dont des gisements existaient partout, hein, on avait tous ces gisements-là en France, eh bien vous faisiez tous les produits industriels de l'époque, la machine à café, le rouet, etc., les charrues, bon bref. Aujourd'hui, vous n'avez pas un élément du tableau périodique, je vous rappelle qu'il y en a 92 dedans, qui n'est pas une application industrielle. Alors, je vais vous prendre un exemple rigolo, parce que vous en dépendez comme moi, qui est l'hélium. L'hélium est un gaz rare, hein, c'est un gaz à deux protons, 2 neutrons dans le noyau.
Et il se trouve que ce gaz rare, il est disponible aujourd'hui dans les gisements de gaz naturel. C'est là qu'on le trouve. Donc Gazprom, par exemple, est un vendeur d'hélium. Cet hélium est nécessaire pour fabriquer une partie des lasers qui servent à graver les semi-conducteurs, c'est-à-dire à faire des ordinateurs et des smartphones. Plus de gaz naturel, plus d'hélium. Plus d'hélium, on ne peut pas graver les mêmes semi-conducteurs. Et donc, par exemple, il n'y a pas les mêmes ordinateurs au ministère de la Justice. Bon. Donc là, vous voyez un petit exemple rigolo d'économie, enfin d'interconnexion, d'intrication dans le monde. Et en fait, quand vous prenez chaque élément du tableau périodique, aujourd'hui, il a des applications industrielles dans lesquelles il n'est pas commodément substituable. Et la totalité de l'économie mondialisée en profite. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les échanges internationaux de marchandises représentent plus de la moitié du PIB mondial. Donc on est vraiment dans la mondialisation jusqu'au cou. Vous, moi, tout le monde. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait de ces objets complexes? Comment est-ce qu'on continue à avoir ces objets complexes dans un monde dans lequel il y a moins d'énergie et donc moins de mondialisation? Question ouverte, personne n'a la réponse. Voilà, donc ce que je vous raconte depuis le début de cette histoire, c'est que le monde moderne, en fait, il est basé essentiellement sur les combustibles, enfin il est basé, il dépend notamment, plus exactement, des combustibles fossiles. Et que ces combustibles fossiles sont, dans la convention économique, comme toutes les ressources naturelles, gratuits. Dit autrement, ça ne coûte rien d'avoir du pétrole, ou, encore plus précisément, personne n'a jamais payé le moindre centime pour que le pétrole existe sur Terre. Donc quand on vous dit le vent et le soleil sont gratuits, c'est tout à fait vrai. Mais le pétrole est gratuit, la chaîne des Alpes est gratuite, la cordillère des Andes est gratuite, l'océan Pacifique est gratuit, et le code génétique du Rorqual commun est gratuit aussi. D'accord? Tout ça est gratuit, au sens où personne n'a jamais eu quoi que ce soit à payer pour que ces ressources existent. Alors ça vous pose du reste, ça va vous poser en matière de justice environnementale un problème intéressant, qui est combien coûte une dégradation d'un truc qui vaut zéro. Je peux vous dire que les économistes n'ont pas la réponse à cette question. Donc tous les modèles économiques qui vous expliquent que le changement climatique va nous coûter tant, ils sont tous basés sur l'idée qu'en a le modélisateur. C'est impossible de faire autrement. C'est impossible de faire autrement. Combien vaut une vie humaine? Bah, c'est l'idée que vous vous en faites. Non, c'est l'idée que vous vous en faites. Hein. C'est l'idée que la société a décidé de lui donner, enfin c'est la valeur que la société a décidé de lui donner au travers de règles morales, de valeurs, etc. Il n'y a pas de, d'accord, dans la convention économique, ça n'existe pas. Il y a un coût pour les assureurs, ça oui, avec un barème absolument sordide, vous perdez un œil, 20%, ben, je sais pas quoi. Mais par contre, il n'y a pas de valeur, enfin je veux dire, dans la convention économique, ce qui vaut, c'est les revenus c'est les revenus humains, hein, c'est le prix d'un objet, c'est rien d'autre qu'un empilement de salaires et de rentes qui vont des ressources naturelles gratuites jusqu'à l'objet en question. Mais la ressource naturelle elle-même, elle est gratuite, par convention. Donc, le pétrole est gratuit comme le reste, le charbon, le gaz aussi, et leur combustion permet de mettre en œuvre un parc de machines qui lui-même va nous permettre de transformer toutes les autres ressources naturelles, gratuites aussi, et de faire la totalité des objets que nous trouvons actuellement pour la consommation finale. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a une idée de la quantité d'objets qu'il est possible d'acheter, du nombre d'objets qu'il est possible d'acheter dans un pays comme la France, du nombre d'objets différents? Un courageux ou une courageuse veut émettre une hypothèse? Non? 25 millions de cent, vous êtes 40 fois en dessous de la vérité, de l'ordre du milliard. 1 milliard différent d'objets disponibles à la consommation finale dans un pays comme la France à cause de ce que je viens de vous évoquer. Cette abondance énergétique a également permis, comme je l'expliquais, de modifier la structure des métiers, l'occupation du territoire, la façon dont on gère notre temps et tout un tas d'autres bricoles. Et nous avons coutume, quand vous lisez la presse, vous vous en rendez très bien compte, de considérer que la meilleure représentation approchée de l'ensemble de ce système, c'est de parler d'argent. Alors, dans un secteur pris isolément, non. On va utiliser des indicateurs qui lui sont spécifiques. Par exemple, dans votre secteur pris isolément, je suis sûr que vous allez accorder de l'attention au délai qui sépare un recours du moment où ça va être jugé, du nombre d'affaires que vous avez pu traiter dans l'année, ou encore du nombre de gens qui sont en prison. Mais si on regarde la société prise dans son ensemble, eh bien, l'élément qui, en général, permet de porter des appréciations globales, le plus souvent utilisé, c'est quand même l'argent, dont j'ai essayé de vous expliquer tout au début de cette intervention, qu'il ne permettait pas, en fait, d'approcher la réalité physique sous-jacente.
Alors, quelques facteurs limitants vont évidemment, ont commencé plus exactement à s'appliquer à ce système d'esclaves mécaniques merveilleux. Et il y en a deux que je vais rapidement évoquer devant vous, qui sont la question du réchauffement climatique et la question de l'approvisionnement énergétique, ou plus exactement des tensions qui pourraient peser dessus. Alors, je vais commencer par le réchauffement climatique, et là, on va commencer par évoquer un point essentiel, qui est la question du temps, parce que ça vient heurter de manière frontale la façon dont nos sociétés sont organisées. Évidemment, c'est tout blanc pour le moment, parce que sinon, vous n'allez pas m'écouter. Alors, je vous rappelle une chose, c'est que le dioxyde de carbone, qui est le principal gaz à effet de serre que nous mettons dans l'atmosphère, est un oxyde. Dioxyde de carbone, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est un oxyde. Il se trouve que sur Terre, les oxydes sont des molécules chimiquement stables. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Les énergies de liaison entre l'oxygène et d'autres atomes font que, une fois que vous avez associé des atomes à l'oxygène, c'est ça un oxyde, eh bien vous obtenez un ensemble stable. Et si vous lui faites rien de particulier, c'est-à-dire si vous ne lui amenez pas de l'énergie pour qu'il se dissocie, il reste sous cette forme. Un gaz à effet de serre a une définition en physique qui est très simple. C'est un gaz qui possède des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre. Ça veut dire que plus vous en rajoutez dans l'atmosphère, plus vous opacifiez l'atmosphère au rayonnement terrestre. Et plus vous empêchez la Terre d'évacuer sa chaleur vers l'espace. Vous confinez la chaleur à l'intérieur du système et vous augmentez la température interne. C'est comme quand vous rajoutez une couverture sur votre corps dans une chambre. Comme le CO2 est une espèce chimiquement très stable, une fois qu'on l'a mis dans l'atmosphère, il n'a pas de processus spontané d'épuration. Une fois qu'il est dans la poubelle atmosphérique, il y reste. Sauf à ce que, par le biais de la circulation atmosphérique, il revienne au contact du sol, où là, il peut lui arriver l'une des deux choses suivantes. Il peut être repris par la végétation, mais c'est un processus qui a besoin d'énergie, l'énergie du soleil en l'occurrence. Dans le terme photosynthèse, vous avez photo, c'est-à-dire photon, c'est-à-dire l'énergie de la lumière. Donc la photosynthèse, ça ne marche qu'avec un apport énergétique, et comme ça, on reprend du CO2 à l'atmosphère, mais pas très vite. Et un deuxième processus de reprise du CO2 à l'atmosphère arrive au niveau de la surface de l'océan. Là, vous avez un processus de vase communicant entre l'océan et l'atmosphère qui fait que s'il y a un peu plus de place pour mettre du CO2 dans l'eau, eh bien, vous avez du CO2 qui passe de l'air dans l'eau. Mais c'est un processus réversible comme tous les processus de vase communicant. À cause de ce que je viens de vous dire, quand vous créez un surplus de CO2 dans l'atmosphère, ce que nous avons fait depuis le début de l'ère industrielle, eh bien, ce surplus, une fois qu'il est créé, ne s'évacue pas rapidement après arrêt des émissions. Alors, imaginons par un exercice de pensée que demain matin, on arrête les émissions. Que va-t-il se passer pour le surplus de CO2 qu'on a créé? Dans un siècle, il en restera encore à peu près 40%. Donc, on va dire, retenez que dans un siècle, il en reste une petite moitié dans l'air. Dans un millier d'années, il en reste un quart dans l'air. Et dans 10 000 ans, il en reste entre 15 à 20%. Ce qui veut dire que la modification de la composition chimique de l'atmosphère que nous avons opérée en mettant du CO2 dedans, quoi que l'on fasse à partir de maintenant, l'atmosphère va en conserver la trace pendant plus de 10 000 ans. C'est-à-dire, en gros, pendant plus du temps qu'il reste à la civilisation humaine à vivre, parce que si elle reste pendant les 10 000 ans qui viennent, ça sera beau, parti comme on est. Donc, à partir de maintenant, en première approximation, on peut considérer que l'atmosphère ne retrouvera plus jamais l'état dans lequel elle était avant le début des activités industrielles. Et donc, une partie du changement climatique que nous avons créé est là, entre guillemets, pour l'éternité. Par ailleurs, une partie de la dérive d'un certain nombre de composants que nous avons au sein du système climatique, la fonte des glaces, la hausse du niveau de l'océan, l'adaptation des écosystèmes, etc., n'est pas instantanée après l'apparition du surplus de CO2 dans l'air. Et si je prends la hausse du niveau de l'océan, par exemple, ça, c'est quelque chose qui dure pendant des siècles et des millénaires après l'apparition du surplus de CO2 dans l'air. Donc, à partir de maintenant, à cause de ce que je viens de vous raconter, nous avons un système climatique qui ne sera plus jamais dans son état dit normal, au sens d'un état stable. Donc, le système climatique, à partir de maintenant, il est devenu instable et il sera instable pour le restant de l'existence d'une humanité. Il nous appartient, par contre, de limiter cette instabilité au maximum. Parce qu'entre une petite et une très grosse vibration, il y a quand même une différence. Mais à partir de maintenant, l'idée qu'on pourrait remettre le système dans un état normal, c'est-à-dire stable, est une notion qui n'a plus cours. Par ailleurs, cette affaire-là va s'échelonner à des échelles de temps qui vont très au-delà d'une vie humaine.
Alors ça, c'est une planche que j'avais faite initialement pour mes étudiants. Vous serez, et moi aussi, morts avant 60 ans. Enfin, avant qu'on soit dans 60 ans. Mais c'est juste pour illustrer le fait que ça va aller très au-delà d'une vie humaine et même de plusieurs vies humaines. Et ça va évidemment très au-delà des pas de temps avec lesquels nous avons l'habitude d'organiser nos affaires humaines. Donc, par exemple, un mandat électif, quelques années. Par exemple, un poste de procureur, quelques années. Par exemple, une stratégie long terme dans une entreprise cotée, quelques années. Par exemple, le temps pour lequel on prend un job en se disant bon, quelques années, puis on verra bien derrière, etc. Donc en fait, les pas de temps auxquels nous avons pris l'habitude d'organiser nos activités, quelques années en règle générale, sont ridicules au regard des pas de temps avec lesquels il faudrait gérer ce problème qui se compte plutôt en siècles ou en millénaires. C'est bien évidemment un vrai sujet, et en fait, c'est l'une des premières causes de l'absence d'action face à ce problème, c'est que tout ce qui se passe au-delà de quelques années n'existe plus dans nos cervelles, parce que la profusion énergétique nous a permis de ne pas nous en soucier. Et donc, on a acquis ce réflexe en se disant, voilà, c'est pas la peine d'aller regarder au-delà. En fait, le changement climatique nous demanderait d'aller regarder au-delà. Alors, je le redis, ça pose plusieurs questions pour vous. D'abord, comment est-ce que j'établis le lien sur ce sujet précis entre un comportement donné et le dommage? Parce qu'à partir du moment où vous avez un gaz dont le surplus reste des siècles dans l'atmosphère, son lieu d'émission n'a pas d'importance. Il faut de l'ordre d'1 à 2 ans pour que l'atmosphère se brasse en totalité. Donc en fait, le lieu d'émission des gaz à effet de serre n'a pas d'importance. Donc quelqu'un qui a craché des gaz à effet de serre comme un gros cochon à Annemasse, est-ce que je peux le rendre responsable de l'éboulement qu'il y a eu dans la vallée de la Maurienne et qui empêche le train de passer? Non. Il n'est pas plus responsable que les Indiens, les Chinois, les Américains et les habitants du Danemark. Pas plus, pas moins. Voilà. Comment est-ce que je peux établir la responsabilité de quelqu'un pour des dommages qui arriveront dans 10, 20, 30, 40, 50 ans? Voilà. Donc ça pose des questions intéressantes de cette nature qui sont liées à la caractéristique physique intrinsèque de ce phénomène, qui est d'être global et de s'échelonner sur des grandes échelles de temps. Dans les conséquences attendues de ce réchauffement, je vais vous en lister rapidement quelques-unes. La première, c'est qu'un nombre croissant de zones situées dans la bande équatoriale, c'est-à-dire là où il fait chaud et humide, vont devenir progressivement de plus en plus désagréables pour les habitants qui s'y trouvent, parce qu'un nombre croissant de jours dans l'année, vous allez avoir des températures qui vont excéder la température de la peau, 35 degrés, avec un taux d'humidité qui empêchera qu'on refroidisse notre corps en évaporant de la sueur. Parce que si vous avez un air qui est trop humide, vous ne pouvez pas y rajouter encore de la vapeur d'eau, c'est pas possible. Donc vous ne pouvez pas évaporer de la sueur. Et je vous rappelle que c'est l'évaporation de la sueur qui refroidit le corps, c'est pas le fait de transpirer. C'est la chaleur latente d'évaporation. Donc, dans ces zones-là, vous risquez un nombre croissant de jours dans l'année de mourir en sortant à l'extérieur par déshydratation, parce que votre corps est un peu bête, il ne sait pas. Donc, il transpire tout ce qu'il sait en se disant, avec un peu de chance, la sueur va s'évaporer. Puis non, malheureusement, la sueur ne s'évapore pas. Et donc, vous risquez la mort par hyperthermie et déshydratation. Il y a 1 milliard de gens qui sont potentiellement concernés à l'horizon 2050 dans un scénario de réchauffement de 2 degrés. Donc, on n'est pas en train de parler de cacahuètes. Deuxième conséquence attendue, c'est que les précipitations vont globalement augmenter parce que l'évaporation va globalement augmenter. Sauf que l'essentiel de ce surplus de précipitations, ça va être l'océan équatorial qui va en bénéficier. Et là, il n'y a pas beaucoup de champs de blé dans l'océan équatorial. Au niveau des terres émergées, et en particulier des terres qui sont aux moyennes latitudes, pas très loin des tropiques, dans la bande au-dessus et en dessous des tropiques, comme vous pouvez le voir là, vous allez avoir un surplus d'évaporation en provenance du sol, non compensé par un surplus de précipitations qui, en plus, vont être de plus en plus irrégulières. Donc, de temps en temps, il va tomber un énorme paquet de flotte qui ruissellera directement à la mer sans imbiber les sols. Et donc, on s'attend à ce que la sécheresse des sols augmente globalement dans ces endroits-là, ce qui va rendre évidemment les cultures plus difficiles et la vie des écosystèmes plus difficile. C'est la raison pour laquelle, dans un graphique qui avait été publié par le GIEC il y a quelques années, ce dernier considérait, c'est une approche qualitative évidemment, que dans un réchauffement qui dépasserait 2 degrés, 2 degrés et demi, il commencera à y avoir des problèmes d'insécurité alimentaire assez largement répandus dans le monde.
Aujourd'hui, ce qui permet de contrebalancer l'insécurité alimentaire, c'est doublement l'énergie. L'énergie qui permet d'augmenter le rendement des cultures à conditions climatiques constantes, et l'énergie qui permet de transporter très rapidement la nourriture d'un point à un autre, c'est ça les bateaux et les camions, et donc ça permet de lisser sur l'ensemble des consommateurs l'ensemble de la production. Dans un monde où la communication entre zones est rendue plus difficile et où les auxiliaires énergétiques pour les cultures sont moins disponibles, c'est évident que vous allez faire pour partie machine arrière. Et évidemment, avoir à cette occasion, entre autres choses, soit des problèmes de disponibilité, soit de l'inflation alimentaire. En ce qui concerne la biodiversité, vous avez 80% des zones considérées comme étant de haute importance pour la biodiversité dans le monde, qui sont toutes les zones colorées que vous avez sur ce graphique-là, où vous risquez, pour 2 degrés, 2 degrés seulement, des dommages extrêmement élevés. Alors, c'est pas représenté là sur ce graphique parce que c'est que les terres émergées, mais par ailleurs, à 2 degrés, la communauté scientifique considère que l'essentiel des coraux tropicaux dans le monde sont morts. Déjà qu'à 1,5 degré une année, ce qui est arrivé, vous en avez plein qui blanchissent et qui sont à risque de mourir. À 2 degrés, ils y sont à peu près tous passés. Et les coraux, c'est par exemple 25% de la biodiversité marine, avec les espèces abritées. Plus généralement, on va maintenant mettre en perspective le réchauffement qui pourrait se produire dans les décennies qui viennent et qui s'est déjà produit dans le demi-siècle qui s'est écoulé, en perspective avec la température moyenne de la planète sur beaucoup plus longue période. Donc sur ce graphique, vous avez la température moyenne de la planète par rapport à un zéro de référence. Zéro de référence est là, donc c'est à peu près la température pré-industrielle, c'est un peu plus élevé, on va dire. Et ici, vous avez une échelle en milliers d'années. Donc là, vous êtes à la naissance de Monsieur Jésus-Christ, et puis, enfin, en fait, c'est l'an 1, parce que Excel est idiot, donc il ne sait pas qu'il y a un an 1. Et ici, vous êtes 9000 ans avant la naissance de Monsieur Jésus-Christ, mais en fait, il aurait plutôt fallu s'arrêter à 8000. Et là, vous êtes 2000 ans après sa naissance. Vous voyez que pendant 10 000 ans, la température planétaire a raisonnablement peu varié, elle a très légèrement diminué d'une fraction de degré en 10 000 ans. Mais en gros, elle était stable. Et c'est parce que la température planétaire a été stable pendant toute cette période que vous êtes dans cette salle et moi aussi. Parce qu'avant ça, le climat était plus variable. L'humanité était constituée de tribus de chasseurs-cueilleurs qui changeaient de zone au gré de la modification des ressources alimentaires disponibles parce que le climat changeait. Mais on ne pouvait pas se sédentariser et développer l'agriculture quelque part parce qu'à cette époque-là, si en quelques siècles, le climat s'était mis à devenir un peu différent, eh bien, les ressources alimentaires auparavant disponibles cessaient de l'être, et si vous êtes sédentaire, vous mourrez. Si vous êtes sédentaire, vous devez avoir la ressource alimentaire qui est toujours disponible au même endroit. Donc, en fait, c'est cette très grande stabilité de la température planétaire pendant 10 000 ans qui a permis la sédentarisation des hommes et, au bout du bout, la civilisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, nous sommes les héritiers de cette très grande période de stabilité climatique. Avant, la planète est passée par une phase de ce qu'on appelle la déglaciation. C'est-à-dire que dans le cadre des variations climatiques naturelles de la planète, puisqu'il y a bien évidemment eu des variations climatiques naturelles, on n'est pas les seuls à être capables de faire varier le climat, c'est une affaire d'échelle de temps et d'ordre de grandeur, ça vraiment pas longtemps. Eh bien, il y a eu un réchauffement climatique planétaire qui a été de l'ordre de 4 degrés en 10 000 ans. C'est ça la déglaciation, c'est 4 degrés de variation de la moyenne en 10 000 ans. Et ça a suffi pour que le paysage français, par exemple, passe de quelque chose qui ressemblait au nord de la Sibérie actuelle, avec de la steppe, de la toundra gelée en une bonne partie de l'année et quelques mammouths qui se baladaient là-dedans, derrière lesquels couraient nos ancêtres, à ce qu'on observe en regardant par la fenêtre aujourd'hui, si la fenêtre n'est pas en ville. 4 degrés en 10 000 ans. Là, vous avez l'augmentation de température qui est déjà survenue au cours du XXe siècle, et ça, c'est l'augmentation de température vers laquelle nous sommes partis au XXIe, dans un contexte dans lequel on respecterait les engagements qui ont été pris à l'accord de Paris. Donc vous voyez que c'est un peu plus de 2 degrés là. En l'occurrence, on est plutôt à 2,3. Vous voyez que cette élévation, elle est extrêmement brutale au regard des variations climatiques passées. Et en fait, c'est toute la différence entre passer de 100 km/h à 0 km/h en 3 secondes dans une voiture qui pile ou en 3 millisecondes dans une voiture qui rentre dans un mur. Voilà. Dans le premier cas de figure, vous n'avez pas de boulot. Dans le deuxième, oui. C'est quelqu'un qui est mort. Voilà, donc la question de la constante de temps, elle est absolument centrale dans cette histoire. Là, nous sommes partis vers un choc qui est d'une brutalité extrêmement élevée,
Alors, c'est une expérience qu'on fait pour la première fois. Et donc, il y a quelque chose qui représente une difficulté pour l'espèce aimant organiser son avenir que nous sommes, qui est qu'il est impossible d'avoir le tableau exhaustif des réjouissances à l'avenir. Pour reprendre une formule célèbre, qui aurait pu prédire il y a 20 ans que le retrait-gonflement des argiles allait devenir, dont vous avez peut-être entendu parler, allait devenir un problème si important dans ce pays. Je vous rappelle qu'il y a une maison sur deux dans ce pays aujourd'hui qui est construite sur des argiles, que ces argiles gonflent quand il pleut et se rétractent quand il fait sec, et que ça commence à provoquer des fissures un peu partout, des problèmes d'indemnisation indémerdables pour les assurances, etc. C'était la première cause d'indemnisation pour la sécheresse de 2000, enfin la canicule de 2003, et maintenant c'est en train de devenir un point de problème. Qui aurait pu dire ça il y a 20 ans? Bah, personne. Enfin, personne, très peu de gens. Et d'une manière générale, quand on fait une expérience pour la première fois dans un système complexe, ce qui est exactement ce qui se passe avec le réchauffement climatique appliqué à l'humanité, la seule certitude que nous avons, c'est qu'on aura des surprises. C'est la seule. Hein. Donc on aura des trucs qui ne vont pas se passer comme prévu, ou plus exactement qu'on n'aura pas vu venir longtemps à l'avance. Voilà. Nous allons, notamment à cause du changement climatique, mais également à cause de l'incertitude sur l'approvisionnement énergétique, rentrer de plus en plus dans un monde difficile à prévoir. Voilà, il va falloir faire avec. Et dans un monde avec de temps en temps des marches d'escalier et des claques, c'est-à-dire des trucs qu'on n'aura pas vu venir à l'avance et avec lesquels il faudra faire quand même. Et face à ça, il faut bâtir un monde résilient, c'est-à-dire un monde qui soit capable de se relever après les baffes. Et ça demande également un changement d'angle par rapport à ce qu'on a ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Nous avons pris l'habitude de bâtir un monde très performant dans un faisceau étroit de conditions favorables. C'est ça qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc on avait un faisceau étroit de conditions favorables, fait de la conjonction d'une énergie abondante, donc on n'avait pas de problème de placard qui se vide, et dans un environnement qui était encore stable, donc pas de problème de poubelles qui débordent. Et là maintenant, on va se retrouver progressivement dans un monde où il y a de plus en plus de placards qui se vident et de plus en plus de poubelles qui débordent, et ça va nous créer une instabilité de plus en plus importante dans le monde physique qui nous entoure, donc une instabilité de plus en plus importante dans le monde social et politique et économique qui nous entoure. Voilà. Faut pas être étonné si ce genre de truc arrive, ça n'est rien que de normal. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc retenez ça. Nous n'avons plus de monde normal à partir de maintenant, et nous avons un monde qui va devenir, par la force des choses, malheureusement, de plus en plus instable, et il va falloir s'organiser en conséquence. Ce qui veut dire que les organisations vont devoir passer de quelque chose, moi c'est la formule que j'utilise, on va devoir passer de la performance à la résilience, c'est-à-dire qu'on doit bâtir des organisations qui seront moins performantes quand tout va bien, mais plus résistantes quand tout va mal. Alors, je peux vous donner un exemple pour celles et ceux d'entre vous qui font de la voile. Vous gréez votre bateau avec en permanence des petites voiles. Quand il y a un vent faible, vous avancez pas vite, mais quand la tempête arrive, vous passez à travers. Voilà. Alors que si vous avez en permanence la toile à spi, bah, quand tout va bien, vous avancez très vite. Arrive la tempête, vous êtes sous l'eau. C'est exactement ça qu'il va falloir qu'on prenne l'habitude de faire. Alors là, l'exemple, vous allez me dire, est pas bon parce que je regarde la bulletin météo, mais dans l'exemple que j'ai pris, eh ben, en fait, la météo vous raconte n'importe quoi. Voilà. Donc c'est ça hein, qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que ça n'a pas de sens, ça ne peut pas se passer, que la communauté scientifique vous donne à l'avance la totalité des emmerdements qui peuvent nous tomber dessus, et encore moins leur traduction dans les systèmes sociaux, politiques, économiques. Un exemple parmi d'autres, moi je ne suis pas capable de vous donner le flux migratoire qu'il y aura en France dans 30 ans, dû à la pression en provenance de la dégradation des conditions au Maghreb. J'en ai foutrement aucune idée. Voilà. Par contre, vous dire, c'est sûr que le problème n'existera pas, je pense que ça se discute. Voilà, on pourrait multiplier les exemples de cette nature. Alors, si on veut éviter de secouer le cocotier trop fort, quel est le cahier des charges? Je vous ai dit tout à l'heure, le CO2 est une molécule chimiquement stable. Ça veut dire qu'une fois qu'il est dans l'air, il ne s'enlève pas facilement. Et donc, ça veut dire que pour éviter qu'à un instant donné, il y en ait trop dans l'air, bah, il faut tout simplement limiter la quantité totale qu'on va mettre dans l'air. C'est la notion de budget carbone. Le budget carbone, c'est la quantité totale de CO2 qu'on peut mettre dans l'air avant que la situation n'atteigne un certain seuil. Et à ce moment, on sait qu'on ne peut plus l'enlever, et donc il faut vivre avec. Alors si je suis un peu plus précis, à fin 2022, on avait mis dans l'air à peu près 2400 milliards de tonnes de CO2.
Et la température s'était réchauffée en moyenne sur plusieurs années, parce que 2023 pardon, a été vraiment exceptionnel de ce point de vue, d'un peu plus de 1,2 degrés. En 2024, à 2023, décidément, je vais y arriver, on a frisé les 1,5 degrés sur l'année civile. Et si vous regardez les 12 derniers mois, c'est-à-dire de juin 2023 à mai 2024, on est au-dessus de 1,5 degré. Alors c'est notamment dû à un effet El Niño particulièrement marqué qu'on a en ce moment, mais pas que. Il y a d'autres causes qui interviennent peut-être, et notamment le fait qu'en diminuant la pollution locale, on augmente le réchauffement global. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça, c'est également quelque chose, il va falloir qu'on s'y fasse. On va avoir des arbitrages à l'avenir à faire entre nuisances. Et ça va aussi être un problème pour vous. Je te fais un peu moins de réchauffement climatique et un peu plus de déchets nucléaires ou un peu plus de misère faite aux chauves-souris avec les éoliennes. Tu prends pas. Bon. Comme aujourd'hui, on sort d'un monde dans lequel, encore une fois, on n'avait pas ce genre de problème, parce que dans un monde infini, très grand, richement doté en ressources, ces questions de compétition entre nuisances se posent pas tellement. En fait, on prend, et les nuisances, il n'y en a pas beaucoup. Et là, à l'avenir, on va en avoir de plus en plus, ce problème de compétition entre nuisances. Donc, je te fais un truc qui diminue la pression dans un domaine, mais qui te l'augmente dans un autre. C'est une bonne affaire, c'est pas une bonne affaire. Elle dit quoi la charte de l'environnement là-dessus? Bon courage. Hein. Ça va essentiellement dépendre d'ordre de grandeur. Donc ça veut dire aussi que, pardon de cette indication, mais que vous allez nécessairement devoir vous familiariser avec les ordres de grandeur si vous voulez rendre des verdicts avec lesquels vous êtes confortable dans ce domaine-là. Parce que zigouiller une mésange et en zigouiller 1 million, c'est pas pareil. Artificialiser 1 mètre carré et en artificialiser 1 million, c'est pas pareil. Baisser les émissions à cette occasion d'une tonne de CO2 ou d'un milliard de tonnes de CO2, c'est pas pareil. Donc vous allez devoir vous familiariser avec les ordres de grandeur, sinon vous n'aurez pas les moyens de rendre des jugements fondés. Parce qu'au bout du bout, c'est une affaire d'ordre de grandeur, tout ça. Je sais bien que voler un œuf, c'est voler un bœuf, mais quand même, dans la vraie vie, entre se faire voler 1 euro et s'en faire voler 1 million, c'est quand même pas pareil. Donc, je le disais, 2400 milliards de tonnes et la température s'est réchauffée d'à peu près 1,2 degré. Si on voulait, parce que maintenant c'est quasiment mort, se limiter à 1,5, il faudrait, en théorie, qu'on limite les émissions planétaires à 3000 milliards de tonnes au total. Alors, mettons une date, 1,5 degré en 2100, ça veut dire que d'ici à 2100, on n'émet pas plus de 3000 milliards de tonnes. Mais ça, c'était l'état de l'art il y a quelques années, ce que je vous présente. En fait, maintenant, on pense que c'est plutôt 2700. Et comme on n'est pas en 2022, mais mi-2024, on n'est pas à 2400, on est plutôt à 2480. Donc, en gros, on y est quasiment au 1,5 degré. Et en fait, dans les années qui viennent, on va malheureusement franchir ce seuil. C'est-à-dire que le talon bas de l'accord de Paris, vous savez, limiter le réchauffement bien en dessous de 2 degrés et si possible à 1,5, une fois que le réchauffement sera acquis au-dessus de 1,5, il faudra reformuler cet accord, parce que de toute façon, ça sera derrière nous pour des siècles, ou au moins pour des décennies. Prenons l'exemple où on va se limiter à 2 degrés, qui est maintenant la fourchette haute de l'objectif politique. Mais je vous rappelle qu'à 2 degrés, il y a 1 milliard de gens qui vivent dans des zones désagréables près de l'équateur. Je vous rappelle qu'à 2 degrés, tous les coraux sont morts. Donc 2 degrés, c'est un objectif politique. C'est pas le seuil de l'absence de danger. C'est un chiffre qui a été sorti comme ça. D'accord? Mais c'est très bien. À un moment, il faut un accord politique. Mais il n'a pas de correspondance dans le dossier scientifique quant au fait que c'est la valeur très exacte qui sépare un monde dans lequel tout va bien d'un monde dans lequel ça commence à être le bazar noir. C'est pas cette signification qu'ont les 2 degrés. Donc à 2 degrés, il faut se limiter à 3000 sur cette analyse-là. Mais je vous dis, maintenant, c'est un peu plus sévère. Mais prenons 3000, parce que vous allez quand même comprendre. 3000 milliards de tonnes, dont 2400 ont déjà été émises. Donc d'ici à 2100, il ne faut pas émettre plus de 3000 au total. On a déjà émis 2400, donc il reste 600 à émettre. D'accord? 600, c'est un quart de 2400. Ce qui veut dire que pour le restant du siècle, il faut émettre le quart de ce que nous avons à peu de choses près émis sur le siècle qui vient de s'écouler, avec une population en moyenne 2 à 3 fois moins nombreuse. Ça veut dire que par personne, nous avons en gros droit à quelque chose qui se balade entre le 8e et le 10e des émissions que nous avons déjà occasionnées. C'est bon? Or, je vous rappelle que les émissions, c'est nos esclaves mécaniques, et que nos esclaves mécaniques, c'est notre pouvoir d'achat. Donc, vous m'avez compris, vous m'avez.
ça veut dire que l'objectif des 2 degrés, sans engendrer une contraction délibérée de l'économie mondiale, personnellement, je ne sais pas comment on fait. Il y a des gens qui disent qu'on va y arriver en mettant des éoliennes partout, et moi je leur dis oui, enfin bon, quand je regarde les ordres de grandeur, j'ai quand même quelques doutes. Personnellement, moi je ne sais pas comment on fait. Alors si, je sais comment on fait en ayant moins de sac à main, moins de voitures, moins de mètres carrés de logement et moins de vacances. Ça, je sais. Mais en conservant le monde actuel, je ne sais pas. Je sais pas. Et ça vous explique pourquoi, jusqu'à maintenant, les COP ont accouché d'une souris. Et c'est pas juste la faute de Total et de Pouyanné. C'est pas juste sa faute. C'est la faute collective pour partie de l'ensemble de l'humanité qui est paresseuse, accumulative et attentive au sujet de statut. Voilà. C'est comme ça qu'on est fait. Et pour lutter contre ça, il va nous falloir pas juste le génie des ingénieurs, il va nous falloir un travail sur nous-mêmes, sur les valeurs et la morale. Sinon, on n'y arrivera pas. Ça me paraît à peu près évident. Il va nous falloir une philosophie du renoncement, ce qui est dur, très très dur de renoncer. Et quand on dit par exemple qu'on va arrêter de manger du beefsteak pour manger un peu plus souvent des grillons et des vers de terre, vous voyez bien les débats que ça provoque. Il y a un certain nombre de gens qui vous disent non, non, le ver de terre bourguignon, c'est quand même pas terrible, ce qui doit probablement être vrai du reste. Donc vous voyez bien, et en fait, plus que le débat sur les affaires nutritionnelles, c'est le débat sur les valeurs dans cette histoire, les traditions, etc. Enfin, c'est des choses qui sont plus profondes que ça. C'est pas juste technique. Mais retenez que l'objectif des 2 degrés, c'est quelque chose qui vise à contracter très très fortement les émissions par personne. En fait, il faut les faire baisser d'un facteur 3, les émissions par personne, d'ici à ce que vos enfants aient votre âge, donc dans les 25 ans qui viennent. C'est ça le. Si vous les avez eu jeunes en plus. Je les ai eu un peu plus vieux que ça. Et ça veut dire en gros une diminution des émissions de 5% par an. Donc la baisse, enfin la limitation, pardon, du réchauffement à 2 degrés, ça veut dire que les émissions doivent baisser de 5% par an à partir de demain matin. Alors, je peux vous donner un plan sur les 3 premières années pour baisser les émissions de 5%, puis après, je vais faire appel à votre imagination pour la suite. L'année 1, je fais le Covid, ça c'est moins 5% de baisse dans le monde. Et l'année d'après, je ne remets surtout pas l'économie dans son état pré-Covid, sinon j'ai perdu mes 5% de baisse. Donc, je laisse le trafic aérien là où il était, je laisse le trafic voiture là où il était, je laisse toute l'économie là où elle était après Covid. L'année d'après, je fais la crise de 29. La crise de 29, ça a aussi fait à peu près 5% de baisse des émissions, en plus du Covid. Et puis l'année d'encore après, j'éradique dans l'année le parc industriel du Japon, de l'Allemagne et maintenant probablement de la Corée du Sud, de la France et de l'Italie. Parce qu'en 1945, quand le parc industriel de l'Allemagne et du Japon a été éradiqué, ça a fait 5% de baisse des émissions dans l'année. Mais à l'époque, le Japon et l'Allemagne occupaient une part de l'industrie mondiale bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut gérer. Donc ça, c'est mes 3 premières années. Puis après, il faut que vous me donniez une idée. Parce que l'année d'après, il faut encore que je fasse 5% de baisse. Puis comme ça, ainsi de suite, tous les ans. Donc vous voyez que tenir les 2 degrés, on est beaucoup plus près de l'économie de guerre et du branle-bas de combat que de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et la raison pour laquelle en France, l'année dernière, les émissions ont baissé de 5%, ce qui est une très bonne nouvelle, c'est notamment parce qu'il y a eu des facteurs dits conjoncturels. Par exemple, l'hiver a été particulièrement doux, ce qui est un effet du réchauffement, donc autant d'énergie en moins dans le chauffage. La production industrielle dans les matières premières, ciment, acier, a baissé, et la chimie, parce que, à cause du choc de prix dû à la guerre en Ukraine, eh bien, une partie des industries se sont mises à l'arrêt, mais elles ne l'avaient pas souhaité. Voilà, donc en fait, on est en train de prendre pour partie en France la voie de la diminution involontaire, dont je parlais tout à l'heure, avec corrélativement une contraction non désirée de la taille physique de l'économie. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est ça qui se passera au bout du bout si on ne prend pas la voie volontaire. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a plus tellement le choix, parce que la planète est un système fini, ou bien on gère délibérément la contraction, ou bien on la subira. Mais il n'y a pas tellement d'alternatives. Alors, dans la façon de la subir, on a ici un candidat en Europe. On en a plusieurs, mais en voici un. L'Europe politique, l'Union européenne, importe quasiment 100% de son pétrole. 98,5 pour être très précis. En ordre de grandeur, 100%. Ce pétrole provient de tout un tas de pays du monde
mais au Shift Project, on s'est intéressé aux 16 premiers fournisseurs, qui se trouvent par ailleurs être les 16 premiers producteurs de pétrole dans le monde, à commencer par les États-Unis, qui aujourd'hui produisent quasiment un quart du pétrole mondial. Hein, ils sont venus à la première place, qu'ils ont très longtemps occupé. En 1939, ils produisaient plus de 60% du pétrole mondial. Donc la place économique des États-Unis au XXe siècle porte un nom, c'est le pétrole. Et quand vous regardez la part du charbon et du pétrole utilisés aux États-Unis en 1939, vous comprenez qu'à partir du moment où ils rentrent dans la guerre, ils ne peuvent que la gagner. Parce que comme l'avait dit De Gaulle, tout ça est une affaire de puissance mécanique. Vous avez 60% du pétrole chez vous, un tiers du charbon chez vous, vous avez la puissance mécanique chez vous, et donc vous gagnez. Point final. Et ce qui s'est passé, donc on regarde le pétrole. Et on a eu accès à une base de données sur l'intégralité des gisements pétroliers dans le monde, qui est une information privée. C'est pas une information publique. Et on a demandé à 3 experts du monde pétrolier, dont l'ancien patron de l'exploration de Total et l'ancien patron de l'évaluation des gisements de chez Total, de nous faire un pronostic à partir de cette base de données de ce qui allait sortir des sous-sols de ces pays sous seule contrainte géologique. C'est-à-dire la seule chose qu'on regarde, c'est que les gisements de pétrole s'épuisent quand on tape dedans, parce qu'il faut 40 à 300 millions d'années pour former du pétrole. Donc ça ne se renouvelle pas aux échelles de temps qui nous intéressent. Donc vous tapez dedans, il en reste moins, hein, les placards se vident. Et donc on a demandé à ces experts, sous seule contrainte des placards qui se vident, on ne s'occupe pas des politiques climatiques, ce qu'allait devenir la production pétrolière de ces pays-là. Donc les 16 premiers producteurs dans le monde, hors Brésil et Canada, et donc les 16 premiers fournisseurs de l'Europe. Et la réponse, vous l'avez sur ce graphique, leur production serait divisée par 2 d'ici à 2050. Shell Oil inclus. Hein. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que leurs exportations vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 20. Le Mexique, en 2004, est passé par son pic de production. Au moment où il est passé par son pic, il exportait 50% de sa production. 15 ans après, il en exporte 0. Même chose pour l'Égypte, 15 ans après le pic. Même chose pour l'Indonésie, 15 ans après le pic. L'Afrique est passée par son pic en 2009, tout compris, hein, et vraisemblablement, compte tenu de l'augmentation de la production, de la consommation, de pétrole en Afrique, d'ici à 2035, 40, d'ici à 2040, on va dire, ils exporteront plus rien. Plutôt 40. Donc, vous avez en Europe, qui importe tout son pétrole, je le rappelle, hein, l'Europe politique, hein, hors Norvège et Grande-Bretagne, eh bien, la quantité de pétrole dont on va disposer d'ici à 2050, c'est-à-dire avant qu'une partie des gens dans cette salle ne meurent, hein, ce serait probablement à la retraite pour une bonne partie, s'il y a encore des retraites, mais par contre, vous ne serez pas mort, normalement, eh bien, il y aura 2 à 20 fois moins de pétrole en France et en Europe. 2 à 20 fois moins, d'accord? Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Et paradoxalement, moins les autres pays se soucient du changement climatique, plus ils vont taper dans le pétrole restant, et donc plus cette courbe deviendra une réalité, et donc moins il y en aura pour nous, et donc plus il y aura de gilets jaunes chez nous. Voilà, donc la décarbonation en France, personnellement, je considère que ce n'est pas une option, je considère que c'est une mesure de sauvegarde. Et il va se passer à peu près la même chose pour le gaz, qui se trouve géologiquement au même endroit que le pétrole, parce qu'il est formé dans les mêmes conditions et avec les mêmes processus. Et là, le pic mondial de la production du gaz, les mêmes experts à qui on a posé la même question nous disent c'est aux alentours de 2030. Voilà, donc quand on regarde l'Europe dans ce contexte-là, ici vous avez l'approvisionnement énergétique de la zone européenne, eh bien vous voyez un charbon qui baisse depuis très longtemps en bas là. Tout simplement parce que le maximum de la production charbonnière en Europe, c'était dans les années 50, c'est-à-dire bien avant qu'on s'occupe de climat. Et comme le charbon est un pondéreux solide, ça ne se transporte pas facilement, donc beaucoup moins de charbon en Europe, on en consomme beaucoup moins, bien avant qu'on ait des préoccupations climat. Un pétrole qui est passé par le maximum au moment des chocs pétroliers et qui depuis globalement baisse et qui surtout depuis 2006 s'est mis à baisser de manière accélérée. Un gaz qui augmentait jusqu'en 2005, date du pic de production de la mer du Nord qui à l'époque faisait 55% de l'approvisionnement européen. Et depuis, la consommation de gaz en Europe baisse, ça n'a rien à voir avec les sujets climatiques. C'est juste que le gaz est une énergie régionale, il faut un tuyau entre le producteur et le consommateur hors GNL qui est une petite partie des échanges. Et donc, la mer du Nord passant par son pic, ça baisse derrière. Le nucléaire baisse pour des raisons qui sont non climatiques. L'hydroélectricité stagne pour des raisons climatiques, parce qu'il ne pleut pas plus en moyenne. Et effectivement, les nouvelles énergies renouvelables se développent, mais ça ne fait pas suffisamment pour compenser la baisse de tout le reste. Donc en fait, dans la zone européenne, l'approvisionnement énergétique baisse déjà de manière contrainte depuis 2006. Vous n'êtes pas capable, et moi non plus,
dire qu'en 2006, il s'est passé un truc particulier sur les politiques climatiques qui expliquerait qu'on soit passé d'une hausse à une baisse de l'approvisionnement énergétique cette année-là. D'accord? Il n'y a pas de raison particulière pour que ce soit 2006. Et ceci allant avec cela, eh bien, le taux de croissance des économies européennes, et là je vous ai mis la française, a tendance à baisser sur la même période. Ce que vous voyez là, c'est pour la française, avec en rouge la moyenne à laquelle rêvaient, parce que maintenant ils n'en rêvent même plus, de revenir les gouvernements pour résoudre vos problèmes budgétaires et les autres. Et en bleu, vous avez une courbe de tendance sur ce qui s'est passé, et en pointillé, la prolongation de la courbe de tendance. En fait, quand vous regardez l'économie physique en Europe, elle est déjà partie à la baisse depuis 2007. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour mesurer, moi, l'économie physique? Les tonnes chargées dans les camions et les mètres carrés construits dans l'année. Eh bien, si je regarde ces deux indicateurs-là, le maximum historique sur les dernières décennies, c'est 2007. Et depuis, en tendance, ça baisse. Je dis bien en tendance, ça baisse, ça monte, etc. Mais en tendance, ça baisse. Et la crise du logement, dans un monde où il n'y a plus d'énergie à mettre dans les tractopelles et plus de cimenterie et d'aciérie qui tournent, bah vous avez la crise du logement. Ce que vous voulez avoir d'autre. Vous n'allez pas faire des mètres carrés à partir de rien. Donc voilà. Pour avoir le droit au logement, il faut le droit, mais il faut le logement. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'exercice du droit, ça s'appelle des cimenteries, des aciéries et des camions de chantier. Donc de l'énergie. Dans Féminicène, Vera Nikolsky parle de la contraception en disant la contraception est un droit, mais pour avoir l'exercice du droit, il faut des usines pour fabriquer les capotes et les pilules, des camionnettes pour les livrer jusqu'à la pharmacie et la pharmacie. Sinon, vous avez le droit, mais pas l'exercice du droit, etc. etc. Donc, rappelez-vous, le droit n'est rien sans l'énergie qui, aujourd'hui, permet l'exercice du droit. C'est rien sans ça. Et par ailleurs, vos problèmes budgétaires et les miens ne font que commencer. Voilà, on va vivre dans un monde. Nous avons vécu pendant les 2 derniers siècles dans un monde de baisse faramineuse des prix réels d'à peu près n'importe quoi. C'est ça l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est le fait qu'avec pas plus d'heures travaillées dans la journée et même moins, vous êtes capable de vous acheter de plus en plus d'objets. Ça veut bien dire qu'en termes strictement réels physiques, c'est-à-dire le temps qu'il faut travailler pour se payer un objet, le prix de n'importe quoi est fortement descendu. Il faut travailler 30 fois moins longtemps aujourd'hui pour se payer 1 kilo de bœuf qu'il y a un siècle. Voilà. Il faut travailler 30 fois moins longtemps aujourd'hui pour se payer une chemise par rapport à il y a un siècle. Et il faut travailler beaucoup moins longtemps aujourd'hui pour se payer une tonne de voiture qu'il y a un siècle. Une voiture, il y a un siècle, il n'y en a quand même pas beaucoup, etc., etc. Et ce phénomène-là est dû à l'énergie, et ça va repartir dans l'autre sens. Alors, pas la semaine prochaine, hein, rassurez-vous, vous allez sortir d'ici vivant. Enfin, je vous le souhaite. Mais sur l'échelle d'une ou deux vies humaines, on va voir progressivement le phénomène partir dans l'autre sens. Et il va falloir maintenir une société stable et tourner vers l'avenir dans ce genre de contexte, ce qui ne va pas être simple. Et j'ai à peu près fini pour cet exposé introductif. Donc maintenant, s'il y a des questions, c'est avec plaisir. C'est pas. Il faut un micro ou simplement parler fort? Parler fort parce qu'on n'a pas de micro. Voilà. Je suis juge, mais j'étais auparavant quelque chose qui me parle. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le problème du mélange de l'atmosphère, enfin, le problème qui n'en est pas un, mais ça se mélange très rapidement, c'est vrai, en quelques mois. Et que du coup, pour établir la responsabilité de l'émetteur, on a en science, on a des modèles inverses avec satellite, des modèles d'algorithmes qui tracer en fait qui a émis toute cette quantité de CO2. Donc, en fait, pointer du doigt en fait qui. Alors, la difficulté, elle est pour établir le lien entre l'émission et un dommage constaté. Vous avez par exemple des paysans andins qui ont attaqué RWE en Allemagne, donc un gros électricien utilisant des mines de lignite.
en disant le glacier qui menace de fondre et de nous débarrouler sur la figure, là, c'est à cause de vous. Et alors moi, ce que je dis, c'est il n'y a pas de problème pour dire que RWE émet des gaz à effet de serre, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas non plus de problème pour dire que le glacier andin est en train de fondre et risque éventuellement de créer des chutes de sérac abominables. Par contre, dire il y a un lien direct, univoque, entre le comportement de RWE et ce qui se passe sur le glacier andin, je dis ça, c'est une convention. Parce que RWE contribue à un problème global, au même titre que les voitures des gens qui sont dans cette salle, et au même titre que les chaudières à gaz des gens qui sont dans cette salle, et au même titre que la centrale à charbon qui est située en Virginie du je sais pas quoi. Euh, et tout ça provoque un dérèglement global qui est, entre autres, responsable du problème du glacier andin. Donc en gros, je vais prendre un parallèle qui vaut ce qui vaut. Vous avez 500 robinets ouverts dans une baignoire qui déborde. Eh bien, dire c'est à cause du robinet numéro 385 que ça déborde, ça c'est une convention. Parce qu'on pourrait aussi bien dire que c'est à cause du robinet numéro 1 ou du robinet 420. Dans la mesure où il suffit d'en fermer l'un ou plusieurs pour que ça s'arrête de déborder et pas un en particulier. Voilà. Donc c'est ça que je dis, c'est que il y a un problème de baignoire intermédiaire dans la physique même du problème qui rend l'attribution de la responsabilité beaucoup plus difficile à établir que si vous avez une rivière qui est polluée parce qu'il y a un tanneur qui a déversé des cochonneries dans la rivière, bah là, le lien de cause à conséquence, il est direct. Il n'est pas, voilà. Des problèmes d'environnement local, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème de cause à conséquence. Dans les problèmes globaux, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est juste ça que je dis. Après, je ne dis pas qu'il faut laisser les gens émettre, c'est un autre sujet. Je dis juste que sur ce point particulier, il y a un écran intermédiaire qui rend les choses compliquées. Il y a une question là-bas. Des émissions. Oui. Alors, là, il y a un point commun avec la réponse que je viens de faire, c'est que ce qui doit baisser, c'est les émissions planétaires et il n'y a pas de chef du monde. Donc, en fait, un pays peut au mieux stipuler pour ce qui se passe à l'intérieur de ses frontières, et depuis le traité de Westphalie, c'est comme ça, on peut au mieux stipuler pour ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières. Et donc, ça pose donc ça veut dire que toute action repose sur un pari, c'est qu'on finira suffisamment rapidement par être imité par les autres. Fatalement, hein, ça repose sur ce pari. Maintenant, on n'en a pas de meilleur. C'est-à-dire que si on se dit, nous, on fait rien en attendant que les autres fassent quelque chose, bah, en fait, la conséquence logique de ce genre de truc, c'est que personne ne fait rien. Donc, ça veut dire que la résolution du problème est involontaire. Alors, j'insiste sur le fait que la résolution du problème sera involontaire parce qu'on est dans un monde fini si elle n'est pas volontaire. Donc, il n'y a pas de plan C dans lequel on se dit, on n'agit pas et pour l'éternité, la situation environnementale reste stable. Et donc, on n'a pas l'effet en retour d'un environnement qui se dégrade ou d'un épuisement des ressources. Voilà. Si on ne choisit pas, on a cet effet en retour, c'est qui arrivera de toute façon. Et les contraintes subies, en général, rendent le monde violent. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, puisque c'est votre quotidien. Donc c'est évident que de gérer le problème, c'est notamment une manière d'éviter la violence. C'est en tout cas comme ça que je le prends. Si on regarde ce qui peut se passer à l'échelle d'un pays, alors au Sheep Project, on avait publié avant les dernières élections présidentielles un petit bouquin qui s'appelait Le plan de transformation de l'économie française, où on esquissait des pistes sur ce que ça voulait dire de baisser à l'échelle de la France les émissions domestiques de 5% par an. Et j'insiste sur le domestique parce qu'aujourd'hui, une petite moitié des émissions qui vous permettent de vivre comme vous vivez, et moi aussi, sont importées. Donc là-dessus, on n'avait pas de... Voilà. Comme Vauquier l'a rappelé il n'y a pas très longtemps, d'une manière pas très élégante à sa manière, mais quand même le problème est réel, il a dit si on interdit d'artificialiser partout, on réindustrialisera pas et on fera pas d'écologie, je sais plus quoi, il a inventé encore un mot nouveau. Mais peu importe, il a raison, on va avoir des arbitrages de cette nature à gérer aussi. C'est-à-dire si on artificialise du terrain chez nous pour rapatrier de la production industrielle qu'on essaye de faire plus propre que là où elle était faite avant qu'on l'importe, est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait pas? Oui, les problèmes de cette nature. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, des problèmes de compétition entre nuisances, ça va être notre quotidien à partir de maintenant.
Donc, dans le plan de transformation de l'économie française, on regardait ce qu'il était possible pour faire baisser les émissions de 5% par an. Donc, vous pouvez aller voir, tout est en ligne, hein, ça, voilà. Euh, parce que je ne vais pas commencer à me lancer dans un inventaire à l'après-vert sur voilà ce qu'il faut faire pour les transports, voilà ce qu'il faut faire pour l'agriculture, voilà ce qu'il faut faire pour l'industrie lourde, voilà ce qu'il faut faire pour le logement, voilà ce qu'il faut faire pour le transport aérien, voilà, etc. Parce que bon, je vais vous assommer. Mais c'est un peu ça quand même qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut faire un plan d'ensemble, et puis ensuite il faut l'exécuter comme tout plan. Et il faut planifier à des horizons de temps qui sont de quelques décennies et qui ne sont pas de quelques années, ce qui pose toute la difficulté que j'ai évoquée dans notre monde, dans lequel les systèmes ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour planifier sur des durées beaucoup plus courtes. Est-ce que, après, il faut bien voir que cette action, elle n'ira pas sans contrepartie, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, en fait, je vais le dire d'une manière un peu plus crue. Personnellement, la croissance verte, j'y crois pas. Et en fait, j'y crois d'autant moins qu'un petit raisonnement assez simple basé sur le deuxième principe de la thermodynamique permet d'expliquer pourquoi dans la croissance verte, on ne l'aura pas. Je ne vais pas vous assommer avec ça non plus. Euh, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, la partie difficile de cette histoire, elle n'est pas tant sur le plan technique, parce que techniquement, vous pouvez vivre dans 20 mètres carrés plutôt que dans 40. Techniquement. Avant d'être dans la taille d'une cellule de prison, il y a encore un peu de gras. Mais par contre, puis dans la cellule de prison, ce qui est surtout désagréable, c'est que vous ne sortez pas. Euh, Parce que sinon, ça s'appelle un camping-car et il y a des tas de gens qui s'y mettent l'été. Donc, en fait, le sujet de ce à quoi on est prêt à renoncer est en fait un sujet très difficile. Et c'est la partie, j'ai envie de dire, culturelle, affective, biologique presque, de la gestion de ce renoncement, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, qui est la partie la plus difficile du problème. Donc, demander aux ingénieurs de vous faire des centrales nucléaires, c'est la partie facile. On peut même les faire beaucoup plus vite qu'aujourd'hui si on décide qu'on a moins peur de ce qui se passe s'il y en a une qui pète. En l'occurrence, ça pète pas, mais peu importe. Par contre, la partie difficile, c'est que même en faisant ça, il va falloir renoncer. Et c'est comment on organise ce renoncement. Voilà. Comment est-ce qu'on décide que ce qui était la norme hier devient superflu demain? Voilà. Ça, c'est compliqué. Oui, oui, on va. Oui, absolument. Bien sûr. Alors, la réponse est oui. Mais là, vous avez pris deux cas extrêmes. D'abord, en France, on ne stipule pas pour le Burundi, enfin assez peu, donc on stipule pour les Français. Et donc, en France, c'est évident que vous avez une répartition de l'effort qui est à organiser, et vous avez quelque chose que les études sociologiques montrent bien, c'est que la- l'acceptation de l'effort est d'autant plus importante que les gens ont l'impression que cet effort est réparti de manière équitable. D'équité, d'équité, qui va effectivement avec le fait de ne pas agiter des chiffons rouges. Euh, et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de débats qui ne représentent pas grand-chose dans la consommation globale, mais qui sont emblématiques de ce sentiment d'injustice dans la répartition de l'effort. Donc effectivement, des piscines sur des yachts privés, il n'y en a pas beaucoup, globalement, mais par contre, il y en a suffisamment pour que si on en parle, ça rend tous les gens qui ont juste une piscine chez eux et les gens qui n'en ont même pas et qui prennent un bain, qui se disent non mais quand même, moi on va pas me demander de faire moins, euh, parce qu'il y a machin là qui... Donc oui, ça c'est un vrai sujet, et c'est un sujet qui est difficile à résoudre. Donc là, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, parce que les gens qui prennent les décisions sont souvent humainement et géographiquement plus proches des gens qui pataugent dans les piscines privées que des gens qui... Voilà. Il y a dans les lectures un peu provocantes mais intéressantes, je vous conseille le dernier bouquin d'Emmanuel Todd, qui s'appelle La défaite de l'Occident, et dans lequel il dit ce qu'on avait coutume d'appeler les démocraties libérales. C'est son jugement, et je trouve qu'il y a matière à réflexion, hein, sont devenus des oligarchies libérales, c'est-à-dire que c'est des endroits dans lesquels l'élite n'a plus l'ambition de défendre le peuple. C'est-à-dire, elle pourrait assumer son rôle d'élite en disant j'ai plus que toi, mais je vais quand même me soucier de ton sort. Et en fait, ça se limite maintenant à j'ai plus que toi, point. Et il dit que ça, c'est quelque chose qui est un fait marquant des dernières années et décennies, et que c'est très préoccupant parce que ça veut dire que le peuple à l'étage en dessous se sent orphelin et ne se sent, comment dire, déconnecté.
il sent que les gens qui sont à la tête, entre guillemets, en fait, c'est leurs intérêts personnels qui les importent, qui leur importent avant tout. Et c'est quelque chose qu'on peut effectivement ressentir aujourd'hui. Moi, ma fréquentation des classes dirigeantes, malheureusement, fait que je m'inscris pas trop en faux avec ce jugement. Et c'est un problème important, parce que ça veut dire qu'en plus de la différence matérielle, il y a un problème d'empathie et de considération qui n'est pas là, et qui me semble être encore plus emmerdant, quelque part. Donc il n'y a pas de reconnaissance et il n'y a pas d'empathie. J'ai pas de martingale pour ça. Par contre, c'est effectivement un élément essentiel du cahier des charges. Donc, je pense que les gens sont beaucoup plus. Après, quand on regarde matériellement, la partie provocante de l'affaire, c'est que même le mode de vie du smicard français d'aujourd'hui n'est pas durable, hein. Mais c'est évident qu'il n'acceptera pas de s'y attaquer sans que les gens qui sont au-dessus ne contribuent proportionnellement plus que lui, ou en tout cas qu'ils ne donnent l'exemple. C'est absolument évident. Et il reste à organiser ça, ce qui n'est pas simple. D'accord avec ce modèle social. Certains veulent monter dans la hiérarchie, etc. Chacun, et on peut aussi envisager une société différente. Vous avez évoqué le terme de capital scène, mais il y a aussi le cycle de capital scène ou de recène. Toute l'évolution qu'on a pu connaître. Donc, il y a aussi d'autres façons de voir peut-être notre organisation de la société que simplement réfléchir à la décroissance dans le système capitalisme auquel on est. Et par ailleurs, pour les exemples que vous donnez, par exemple, pour le logement, vous dites la crise du logement, c'est un prix qui s'est construit. Oui, c'est un peu de construire. Mais il y a aussi beaucoup de logements vacants. Donc, il y a aussi toute une réorganisation forcée de rationalisation et de direction de différentes. C'est un écran très vaste que nous avons pas commencé maintenant. Mais ça paraissait aussi important d'avoir cette vision-là d'une autre. Alors quand je disais monter dans la hiérarchie, c'est pas nécessairement monétaire. Non, non, ça peut être spirituel, ça peut être. Vous avez des gens qui sont bien considérés dans la société alors qu'ils ne se sont pas valorisés par des critères monétaires. D'accord. Donc c'était pas strictement monétaire. Mais on a tous un peu ou beaucoup besoin de reconnaissance. Certains l'acquièrent par le patrimoine économique, d'autres l'acquièrent autrement. Ça peut être typiquement par la fonction, ce qui peut concerner une partie des gens dans cette salle. Donc vous avez, mais cette motivation-là, donc elle n'a pas qu'une seule manière de s'incarner. Par contre, on va très souvent la trouver présente dans la façon dont on se comporte. Voilà, oui, oui, mais c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Donc il en a besoin de reconnaissance. Ce qui est un signe, et la reconnaissance, ça veut dire qu'on lui accorde un élément de statut. C'est juste ça, hein, que je voulais dire. Sur le lien avec le capitalisme, alors c'est un très long débat. Personnellement, comme on est des animaux un peu territoriaux aussi, je ne crois pas une seule seconde au fait qu'on va totalement se déposséder de la propriété privée. J'y crois pas. Pas dans le monde dans lequel on vit. Donc, par contre, il y a un curseur qui peut se placer de façon très différente entre la part gérée par la collectivité et la part gérée par les intérêts privés. Et du reste, ce curseur, dans les démocraties, il n'est pas placé au même endroit en fonction des endroits. Il est très différent, par exemple, entre la France et les États-Unis. Il est très différent entre la Suède et, je ne sais pas moi, la Grande-Bretagne. Donc, voilà, c'est pas. Mais il y aura toujours une part. Je pense qu'il y aura toujours une part. Et sur la partie renoncement, j'insiste sur le fait que c'est des renoncements à des choses matérielles. Donc, par exemple, l'espace habitable par personne, en 1974, il était d'un peu supérieur à 20 mètres carrés. Aujourd'hui, il est d'ordre de 40 mètres carrés. Ça, c'est matériel. Si demain matin, on doit accepter de revivre dans des logements 2 fois plus petits, c'est pas un problème de statut, je sais pas quoi, c'est matériel. Voilà, on accepte ou on n'accepte pas. Voilà, donc c'est ce genre. Alors, par le lien avec la question précédente, on acceptera d'autant plus facilement que M. Bernard Arnault passera de 1000 à 300 mètres carrés. Ça, je suis d'accord. Mais il y a quand même un sujet matériel dans cette histoire, et c'est ça la partie difficile à gérer. C'est absolument évident. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, si vous regardez le comportement du consommateur asservi au système industriel, livré à lui-même, regardez sur les voitures, par exemple, l'embonpoint des voitures des 15 dernières années,
c'est un sujet de préférence partagée entre les industriels et les acheteurs. Ah oui, il y a quand même un sujet de préférence des acheteurs dans cette histoire, hein, quand vous sondez les gens. Et il n'y a pas de fait générationnel là-dessus, hein. Il y a RTE qui a fait une très grosse enquête sur la sobriété. Les jeunes ont encore plus envie d'acheter un SUV que les vieux, quand vous regardez les enquêtes d'opinion. Voilà. On va peut-être s'arrêter là. Peut-être une question, vous intervenez désormais régulièrement, puisque la deuxième fois à la formation des magistrats. Est-ce que vous avez été sollicité pour l'Institut national du service public ex-ENA? Oui. Et ça, c'est important parce qu'il y a un certain nombre de jeunes montent, des jeunes montants sur les décideurs politiques de demain. Alors, j'ai été invité à l'INSP, pas très souvent, beaucoup moins souvent que dans les écoles d'ingénieurs. Quand vous regardez les formations supérieures qui ont un tropisme pour ce genre de sujet, celle qui arrive en tête et de très très loin, c'est tous les domaines scientifiques. Donc en fait, les écoles d'ingénieurs se sollicitent énormément. Je ne suis pas sûr que ce soit un pur phénomène corporatiste. Arrive derrière, loin derrière, les écoles de commerce. Et la motivation des élèves au sein de ces établissements est assez différente de celle des écoles d'ingénieurs, ça se voit. Et enfin, dans le domaine de la formation continue des fonctionnaires en service, là maintenant, il commence également à y avoir assez souvent des demandes. J'ai fait à peu près toutes les directions de Bercy. Dans pas très longtemps, je vais faire les agents des ministères sociaux. Enfin bon, il y a ce genre de choses, ça commence à augmenter. Par contre, la formation initiale des fonctionnaires, ça c'est plus rare. Aujourd'hui, j'ai fait une fois une intervention à l'ENM, quelques années. À l'INSP, j'ai eu une ou deux fois des demandes d'intervention. À un moment, je faisais un cours et puis ils m'ont dit que finalement, ça ne correspondait pas aux élèves. Bon, parce que je les taquinais un peu, paraît-il. Mais voilà. Après, il faut bien voir que le monde politique, et vous êtes bien placé pour le savoir, est un monde qui fonctionne en pyramide inversée. C'est-à-dire que l'élu, c'est autant un exécuteur testamentaire qu'un décideur. Donc, je suis profondément persuadé, moi, peut-être que j'ai tort, mais que en fait, ce qui est très important, c'est surtout de cranter le sujet dans la société civile, et qu'une fois qu'une fraction suffisamment importante de la société civile arrivera à des souhaits qui sont formalisés et cohérents, à ce moment, l'élu suivra. Voilà, je pense que c'est un peu dans ce sens-là que ça se passe. Merci infiniment, M. Jean-Paul, parce que je le dis, vous intervenez bénévole Oui, oui. sur la législature, puisque la rémunération vous a été proposée, vous l'avez déclinée. C'est la preuve des efforts que vous faites pour diffuser votre message. Il est difficile, techniquement, parce que vous avez la capacité de faire des choses extrêmement synthétiques et de les rendre accessibles aux profanes. Mais il est difficile parce que psychologiquement,